Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à Deauville, l'émission qui débriefe les films sur le tapis rouge jusqu'à la fin du festival. C'est la dernière fois que nous écoutons ce générique, c'est le 7e et dernier épisode spécial festival du cinéma américain de Deauville 2020. Je suis toujours Thomas, et toujours avec moi pour cette ultime émission en léger différé, encore une fois en léger différé, et toujours depuis la ville à claque, les super-héros de la critique, Thierry. Bonjour. Vous le voyez, il est héroïque, il a une grosse voix de super-héros. Bonjour. Toujours pas. Marwan. Bonjour, je suis toujours Marwan. Oui. Margot également, dont se fait un ciné, toujours là. Bonsoir. Et Gabin de Cinématrack et Silence Moteur Action. Hello. Et une pensée pour Valentin, qui nous écoute De depuis là-haut. son train. Bonjour. Coucou. Nous reviendrons ensemble sur les films projetés durant le dernier week-end de festival. Le film de clôture, Comment je suis devenu super-héros. Les films d'animation du festival d'Annecy, Calamity, Petit Vampire et Lupin 3 The First, ainsi que le prix d'Ormano Valenti du meilleur premier film, Slalom, qui a été projeté samedi matin. Et également, bien sûr, dernière émission, qui dit dernière émission dit palmarès. Évidemment, nous reviendrons sur le palmarès officiel et nous donnerons enfin le véritable palmarès, le prix de claque, notre film préféré et nos coups de cœur aussi de la semaine, parce que peut-on se limiter à seulement un film ? Vaste question. Non, on ne peut pas. Voilà, Non. je règle la question tout de suite. Comme le jury, en fait. Comme le jury. On attaque tout de suite avec le film de clôture. Voilà, on commence par la clôture, c'est normal, tout va bien. Comment je suis devenu super-héros de Douglas Attal. En Bande-annonce. tournant un film. Les héros, ça n'existe pas. Il n'y a que des losers. Le bien, le mal, tout ça. Question de point de vue. Le pouvoir, c'est comme une forteresse. Ça se prend. Film de clôture, donc je disais comment je suis devenu super-héros, premier film de Douglas Attal, avec Pio Marmaille, Vima Laponce, Benoît Poulvorde, Leila Bekti, Swan Arlo, et brièvement Clovis Cornillac. Ouais. Très très vite derrière un masque. Ce pauvre Gilles Cohen qui a été coupé au montage. Non, c'était la blague de Benoît Poulvorde, il n'y a pas de... Ça y est, il a vu Résistance, lui. Je il Ah, se c'est sent bon, plus, je hein. maintiens que je m'entends moins avec ce micro-là. Parce que tu parles moins fort. Ah bah pourtant, j'ai pas l'impression. Eh ben si. Peut-être, non, peut-être, je dis pas le contraire. Mais pour répondre à la question du coup, comment je suis devenu un super-héros, la réponse était bien simple, c'est en me mettant devant un fond vert. Voilà. Donc maintenant, on peut passer au film suivant. Oh. Ah, il n'y a pas beaucoup de fond vert Non, dans mais ce film. C'est la réponse des films américains généralement, mais quand on le fait bien, ça ressemble à ça. Alors justement, c'était comparé. Alors ça a été maladroitement présenté pendant la cérémonie d'ouverture. Le Marvel à la française. En plus, c'est un film Warner, donc c'est vachement bien. Voilà. Qui s'occupe plutôt des films d'ici d'habitude. Alors, question, c'est distribution ou production Warner? Euh, Warner distribution. France, je sais pas si ça vraiment si ça Distribution. produit. C'est Ouais. distribution Distribution. Warner. Ouais, donc c'est pas. Je sais pas C'est si- les films du trésor à la prod. Voilà, donc. Petit détail, je trouve, qui est C'est important. plus cheap Oui. que Warner déjà. Certes, mais quand même, ça a de la gueule. Ah ouais. Mine de rien. Oui. Et d'ailleurs, on va suivre les aventures de Moreau, lieutenant de police spécialisé dans les super-héros, car oui, les super-héros sont un phénomène banal. Un peu comme dans The Boys d'ailleurs, un film, une série Très bonne série. à ouais. laquelle on pense beaucoup en voyant ce film. Et donc, il va devoir faire non, il va devoir être... équipe. Voilà, Sortera, merci. Il va c'est- devoir faire équipe avec va devoir faire équipe. Vima Laponce. Voilà, Chasseman. Heureusement qu'il est là, Marwan, quand même. hein. Il a suivi. Oui, voilà. Bon, bref. C'est vrai, c'est la dernière, on peut le bisuter Thomas. Ah ouais, Oh là j'avais zappé. là. Ah. Il va devoir faire équipe avec elle pour résoudre une série d'événements inhabituels, car les problèmes de super-héros se multiplient, surtout avec des gens qu'on ne connaissait pas et
avec des phénomènes étranges, un produit donnerait des pouvoirs aux gens. C'est assez étrange. Mais rassurez-vous, ce n'est pas Project Power. Qui parle du même principe, mais Ça- c'est vraiment naze. Ça. C'est beaucoup d'idées similaires au même moment. Ouais. C'est assez curieux. Ben justement, est-ce que ce film-là se dégage de ce paysage de super-héros? Est-ce que Oui. les Américains font aussi bien, voire peut-être mieux que les Américains? Que les Français? Est-ce que les Français font mieux que les Américains? Ça Oh là va là. pas du tout ce soir. 10e jour, je suis fatigué. Est-ce que Voilà. les Américains du Nord font mieux que les Américains du Sud? Bah, ça dépend si tu vas dans les pleins Ça va dans trop les loin, extrêmes, ça va quoi. trop loin ce Est-ce soir. que les Inuits font Alors, mieux qu'en termes ouais, de feu Ou dans le Mississippi, tu vois. 3 heures plus tard. Bref, comment je suis devenu super-héros? Qui est super emballé? Oh, Moi, oui. moi, tout le monde à peu près. Non. sauf lui, Marwan. Mais Marwan, il avait d'autres préoccupations. Margot, Ce jour-là. Ça balance. ton avis sur le film, Margot? Mais au-delà de comparer ça à Marvel, parce que forcément c'est la première idée qui nous vient en tête, moi je pense qu'on devrait plutôt souligner le fait qu'on a très peu de films de super-héros européens. Le seul qui me vient en tête, c'était un film italien qui s'appelle, on l'appelle Jack Robot. Ouais, on appelle Qui était Jack très Robot. cool. Qui était très, Il très y avait cool, un ouais. film français, je sais plus le prénom, mais ma chaîne n'a pas d'écailles. Mm. Ça va me Vincent revenir. aussi. Avec- Vincent n'a pas avec- les cailles. Vincent n'a pas Avec d'écailles. Avec voilà. Hubert Laponce en Ouais. plus. Voilà. Et du coup, il y en a très très peu. Et du coup, déjà, je pense que c'est important de souligner le fait qu'on fasse ça et qu'on soutienne ce genre d'initiative. Surtout que le résultat est plutôt bon. Les effets, on avait, je pense que peut-être la peur qu'on pouvait avoir, c'est niveau effets spéciaux, etc. Alors que Mhm. franchement, c'est très très bien réalisé. Qu'est-ce que ça a de la gueule, C'était la bordel. première surprise. Le scénario, après, ça reste un scénario de super-héros. Franchement, moi, j'ai trouvé ça hyper divertissant. Le casting, il est absolument incroyable. Je le trouve oufissime. Et il y a des scènes tellement drôles. Benoît Poelvoorde, mais on veut Benoît Poelvoorde dans tous les films. On veut Benoît Poelvoorde dans super-héros, tout le temps. Et puis, non, franchement, une très bonne surprise. Et puis, j'espère que ça va fonctionner et puis que ça puisse pousser l'idée qu'on puisse faire des films de super-héros en Europe, quoi. Et que ça fonctionne. Thierry? On a une très très belle, enfin c'est ce que disait Margot, je vais rebondir vite fait là-dessus, on a une très 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 belle porte d'entrée là. Hein. Parce que c'est vrai que contrairement à plein d'autres films qui ont tenté un peu du cinéma de genre, SF ou quoi que ce soit, et qui ont malheureusement le budget qui les bridé vers le bas, je pense à Arès, je pense à même Nous, qui était très sympa, mais c'est vrai que malheureusement on voyait que c'était, c'est quand même un film français avec tout ce que les abrutis pensent Oui. que c'est. Puis là, il y a des Qui est grosses têtes péjoratif, d'affiche quoi. dans celui-là aussi. Voilà, Surtout. et là oui, ou même j'ai envie de dire Blood Machine, ce qui est très 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 beau, mais où tu sens quand même qu'il y a un côté filtré, qu'il y a un côté, voilà. Là, putain, ça a de la gueule, quoi. Qu'est-ce que ça a de la gueule? Les effets sont super beaux, c'est bien écrit, c'est bien foutu, et c'est marrant, c'est ce que je te disais en disant ça de manière péjorative, mais en réalité c'est bien, c'est que ça garde l'identité française, parce que j'ai eu l'impression de voir un épisode de PJ, mais avec des pouvoirs. Mais dans le bon sens, parce qu'on sait filmer le polar français, on sait filmer le film d'enquête, on sait filmer le film de flic en fait en France, et on inclut ça dans une réalité semi-dystopique où il y a aussi des gars qui ont des pouvoirs, quoi. Ouais. Et ouais, j'ai trouvé ça super bien, quoi. Et on voit aussi la Tour Eiffel toutes les 10 minutes pour bien nous dire qu'on est en France. Pas tant que ça, enfin, ça m'a pas tant dérangé. Alors après moi le point légèrement négatif, c'est pas tant Benoît Poelvoorde, parce que je trouve que ce qu'il a à jouer est super bien, et il le fait super bien. C'est juste que j'aurais bien aimé, au vu de son personnage, je pense qu'on viendra sur les personnages un peu après, qu'il y ait peut-être un peu plus de gravité dans son traitement. Voilà, ça m'a un petit peu gêné que malgré toute la profondeur du personnage, on joue un petit peu sur le côté comic relief, quoi, qui m'a un petit peu fait chier, parce qu'il faut mettre ça dans ce genre de film. Mais Oui. à part ça, ouais, c'est très classique en effet. La comparaison avec Marvel se fait quand même dans le sens où on est sur un schéma très type, et c'est très référencé, mais ça a son identité, ça n'a pas à rougir de ce qu'on peut voir ailleurs. Et ouais, ça défonce. Ouais, rappelons que Benoît Poelvoorde joue un super-héros vieillissant et dont les pouvoirs commencent à défaillir. C'est ça, lui ça fait très Watchmen, première génération, qui est un peu le comédien qui se retrouve à plus pouvoir faire le comédien. Gabin. Coucou. Quelqu'un qui attend depuis tellement. Ouais. Bah, comme Thierry, moi j'aime beaucoup cette idée du fait que ça soit pas tant un méga blockbuster façon Marvel, mais plus un film d'enquête, du moins un film policier. Donc on se retrouve à suivre ce duo, donc Vima Laponce et Pio Marmaille, qui est absolument génial, parce que les deux passent leur temps à se tirer dans les pattes et à se balancer des vannes dans la tronche. Franchement, je les adore, les deux. Et j'aime ce côté très réaliste, du coup, où on sent qu'on est dans un monde où les super-héros sont complètement acceptés par tout le monde, qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs et d'autres qui n'en ont pas, et c'est pas plus important ou plus grave que ça. Et où justement, ce qui est grave, c'est
qu'on parvient à créer des substances qui permettent d'obtenir des pouvoirs, et donc là, ça part en cacahuète parce que tout le monde peut en faire n'importe quoi. Du coup, ça me rappelait aussi dans la dynamique, ça me rappelle évidemment le personnage de Gordon dans Batman, où voilà, on se dit que là, pour une fois, on suit pas le super-héros, mais le flic, qui n'a pas de pouvoir, et donc qui essaie quand même de résoudre des choses qui peuvent le dépasser. Même si, bon, voilà, il y a des petites surprises évidemment sur le chemin. Mais oui, on l'a dit, le casting est génial. Vima Laponce et Pio Marmaille sont géniaux. Benoît Poelvoorde est à mourir de rire. Pas autant que quand il a présenté le film sur scène, mais quand même. S'il avait été comme ça, ça aurait été de la roue libre totale, quoi. Mais c'est vrai, je trouve que ça a de la gueule. Au moins, il n'y a pas des tonnes de fond vert comme on a l'habitude chez Marvel. Ouais, il y a du décor et ça sent, c'est C'est organique. c'est du décor naturel, c'est à Paris, c'est peut-être tourné un peu en studio aussi, je sais pas trop, mais au moins c'est pas des fonds verts dégueux toutes les 2 secondes. Il y a peut-être parfois un côté un peu cheapos sur les costumes de certains super-héros, mais est-ce que c'est voulu ou pas aussi, je saurais pas tellement le dire. On a un petit peu rigolé quand on a vu Clovis Cornillac, c'est vrai, avec son petit truc bleu fluo. C'est sûr que Mais, la voix correspondait pas à l'image qu'on en avait en Voilà. plus. Mais ça a quand même de la gueule, quoi. C'est pas du téléfilm TF1, quoi. Voilà. Dans tout film de super-héros, il y a un super vilain. Tintintin. Ah, Tintintin. j'ai oublié de dire Swan Arlo est génial. Swan Arlo Voilà. est génial. Et tellement contre-emploi. Ça fait du bien. Magnifique. Notre Swan Arlo à nous. Notre Marvel. petit paysan. Je n'ai pas détesté le film, si vous voulez tout savoir. Alors merci. Et donc du coup, J'ai passé... Donc, ensuite. C'est bon, on arrête. Et non, j'ai passé un bon moment. Vraiment, c'était assez, encore une fois, divertissant dans le sens le plus pur du terme. Les acteurs étaient quand même assez impressionnants. Il y avait quand même des idées. Et pour le coup, les effets visuels étaient vraiment maîtrisés, mais de bout en bout. C'est que chaque effet de super pouvoir était vraiment magnifique. Et je faisais la comparaison, mais ce film a coûté 16 millions. Et je trouve que les effets sont incroyables. Et la moitié du budget, c'était que pour ça. Et en gros, tu compares ça avec un New Mutant qui est sorti récemment, avec des effets bien dégueulasses et dégoulinants. Tu te dis que, nous, à la française, on sait quand même, on se débrouille bien dans ce domaine-là. Et quand on y met l'argent et quand on y met les gens. Après, malheureusement pour moi, j'ai été assez déçu par plusieurs points. Parce que je trouvais que l'idée était là, les personnages étaient là, mais il y avait l'ambition qui manquait dans le scénario en lui-même, dans cette idée de... Pour moi, c'est un petit peu, entre guillemets, un EuropaCorp avec des super pouvoirs, dans la mesure où on suit une enquête, où t'as quasiment pas beaucoup d'opposition, d'obstacles. C'est très léger à chaque fois, il y a pas vraiment... On n'est pas pris par le personnage qui à chaque fois, c'est très vite résolu, quoi. Et le truc, c'est que on est aussi déçu par les décors, parce qu'en général on a l'impression qu'on est réduit soit à un pauvre pauvre immeuble ou un pauvre décor un peu délabré, et puis c'est fini, quoi. Et Il y a un commissariat quand même. oui, ça se tourne partout. Même c'est par pas- rapport à oui. l'histoire, tu vas pas les envoyer aux quatre coins de la. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est juste qu'en gros, en termes de climax, en termes d'affrontement, même à la fin, je trouvais également que ça a manqué, on va dire, de vaillance ou l'idée vraiment de voir ces gens-là, essayer d'amener un thème, parce que là, j'avais vraiment pas l'impression qu'il y avait forcément un thème qui était vraiment présent. C'est juste l'idée de gens qui doivent juste résoudre une enquête et qui, en plus, je trouve pas très bien écrit. Et voilà, donc je suis un peu déçu par rapport à ça, parce que l'ambition est là. Et même dans les dialogues, je trouvais aussi que des fois, c'était pas très bien. Je trouvais que les dialogues parfois ne fonctionnaient pas trop. Par exemple, le mec, le commissaire qui gère les Pio Marmaille et puis les Malaponce, je trouvais qu'il... Je connais dans d'autres films, je trouvais qu'il jouait bien, mais dans ce film-là, je trouvais qu'il jouait un peu faux, il jouait pas en même temps que les autres, tu vois. Et à chaque fois, j'avais l'impression d'être toujours un peu à côté. Mais voilà, mais c'est un film que j'ai envie qu'il marche, malgré tout, parce qu'il peut ouvrir à des choses. Et puis la réalisation aussi, c'est des fois, c'est quand il y a un peu trop d'action, c'est trop cuté, où t'as une scène de rencontre entre les super-héros et puis le flic, et en gros, t'as l'impression que les trois super-héros, ils regardent genre, ils savent pas ce qu'ils regardent.
Et c'est ça, je fais, mais non, mais les gars, alors qu'en fait, ils sont censés regarder parce qu'ils rencontrent le flic. Et je trouve qu'il y a plein de petites maladresses, que même dans la réalisation, je trouve que c'est pas forcément très beau. Enfin, t'as un découpage très classique. Et après, on peut dire que c'est parce que le mec, il a fait son premier film, un premier long métrage, mais je trouve que ça manquait encore une fois, d'ambition. Et c'est peut-être ça. En gros, et vu que je vois que vous avez vraiment apprécié ce film, c'est que je pense que vous n'aviez pas la même attente que moi. Mais je trouve qu'en soi, pour un film de ce genre, qui n'est pas habituel ici, c'est appréciable. J'ai pas passé non plus un mauvais moment. Mais en réalité, si on y repense bien, si on devait essayer de recadrer par rapport à tout ce qu'on voit, je trouve que ça manque d'envergure. Après, ça manque d'envergure, peut-être parce que aussi ça joue avec un budget qui est assez réduit également. Mhm. Parce que 16 millions, c'est Oui. beaucoup pour un film français, mais c'est pas beaucoup pour un Mhm. film qui peut avoir cette ambition-là. C'est aussi pour ça, je trouve, que le film essaye d'être simple. Et puis, il nous offre des décors qui sont certes peu nombreux, mais il les utilise, je trouve, en tout cas, très bien. Enfin, par exemple, le commissariat, c'est assez ludique. T'as quand même le côté, quand t'as de la grosse attaque dans le commissariat, quand ils viennent récupérer le suspect là, pour l'interroger, où t'as tout à coup le toit qui pète, et après, tu vois les cellules qu'il y a au-dessus, ça joue avec les étages. Enfin, il y a un côté ludique, je trouve. Ils ont très peu de décors, mais même la baraque à la fin, alors, pas forcément très bien exploité dans le montage, c'est vrai, mais on essaye d'utiliser les éléments pour jouer avec un côté bac à sable, terrain de jeu. Et je trouve que du coup, voilà, ils savaient qu'ils avaient très peu d'éléments et ils les ont très bien utilisés pour bien les magnifier, en se disant on peut pas offrir plus, donc il faut que ce qu'on offre soit vraiment grandiose et spectaculaire. Et je trouve que là-dessus, c'est plutôt réussi, quoi. Et je peux comprendre, on peut considérer ça comme une sorte de sucrerie, tu vois. Genre cette idée que là, on a passé un bon moment, mais que dans 2 semaines, on aura oublié. C'est ça qui peut-être qui me dérange aussi, c'est que c'est tellement simple, c'est tellement facile dans l'idée, et puis des fois un peu feignant, encore une fois, dans un mois, on se dit, ouais, c'est sympa. C'est vrai que autant sur les effets spéciaux, ils ont mis le c'est paquet génial, et c'est c'est très vraiment beau. canon Ça, j'ai et adoré. ça marche super bien. Autant c'est vrai que sur le reste, du coup, ça pêche un peu. Par exemple, dans un film de super-héros, il y a de la castagne. Et c'est vrai que les chorégraphies de baston, elles sont un peu en dessous, elles sont coupées au moment où ça va taper. Bon, je me doute aussi que quand Leila Bekti doit se battre, bon, peut-être qu'elle n'a pas le temps d'avoir l'entraînement, ou peut-être qu'il y a plein de considérations qui font que, ou peut-être qu'on n'a pas un maître des arts martiaux pour faire une chorégraphie aussi. C'est Après, beaucoup de choses. Mais c'est déjà, ça existe, c'est assez habilement monté pour qu'on ait une impression d'action et de puissance et de castagne. Donc bon, Ouais. on voit que c'est fait avec les moyens du bord sur le reste, même si c'est quand même un beau budget. C'est quand même souvent les mêmes défauts chez Marvel, hein, Oui, les c'est combats ça, mal exactement. cutés. Voilà. Voilà. Et en Ah, plus, bien c'est sûr. ça. Mais c'est vrai Ça que fait là, des références. c'est la même chose aussi, quoi. Ouais. C'est un peu dommage. Et puis C'est juste qu'on n'a D'accord. pas le budget d'un Marvel, donc Ouais, là, pour le voilà. coup, c'est excusable. Oui, Et et ils même font pareil qu'un Marvel. Ouais, c'est ça, c'est Voire les même mêmes mieux. défauts. Il y a une histoire d'amour forcé. Ouais, il y a- c'est ça. Enfin, Bon, ça, ils étaient pas l'amour obligés, n'est pas c'est vrai. forcé. Elle est forcée dans le C'est vrai que scénario. je veux ça dire. Elle est servait rentrée pas au à grand chasse-pied. chose de l'amener, ouais. Et par rapport à l'intrigue, excusez-moi, pour le coup, vraiment, c'est par rapport à ça. C'est que, enfin, c'est une enquête à la base. Si on remet tout dans le contexte, c'est une enquête pour trouver une drogue. Genre, on va dans une banlieue, on recherche ceux qui la vendent. C'est un truc dangereux. Enfin, en réalité, c'est tellement bateau que c'est comme si tu mélangeais les deux. En fait, tu mélangeais genre une histoire de flic qui doit retrouver une drogue qui est dangereuse. Non, mais C'est peut-être aussi parce que le Et avec côté du super-héros. super-héroïque existe déjà totalement dans cet univers. On n'est pas en mode tout à coup, il y a quelqu'un qui a brûlé un truc et on n'a jamais vu de gens avec des pouvoirs. Ça fait tellement partie de leur normalité que ouais, Ah, mais mais ça, c'est une ça, petite c'est enquête, vraiment en fait. bien, ça aussi. Non, mais Je suis d'accord. C'est du coup pour ça que c'est une petite enquête aussi. Oui, je Mhm. sais très bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, je trouve que ça manquait d'enjeu dans tout ça, tu vois. C'est que, après, en termes d'enjeu, je veux pas que ça explose de partout, mais même ça, je parle plus d'enjeux, mais d'enjeux, on va dire, personnels, tu vois, par rapport à l'idée d'avoir des pouvoirs, que se questionner par rapport à ça, être plus dans la métaphore, et sans forcément être dans la métaphore totale, tu vois, genre en mode, on va te montrer qu'en fait le mec il souffre, mais davantage sur l'idée de poser des questions. Alors que là, c'est vraiment, on fait ça, et puis c'est terminé. je rejoins Marwan sur ce point-là. En fait, je pense le problème Vilaine. Non, c'est pas vrai, mais toi, par rapport, quand tu disais l'enquête, etc., je pense que ça manquait de fond et peut-être c'était moins impactant parce que justement, on a des personnages où on sait qu'ils ont un background assez profond ou assez parfois tragique, etc., comme on découvrira avec le méchant. Mais justement, dès qu'on apprend qui est vraiment le méchant, le pourquoi du comment il fait ça, c'est finalement expédié assez vite, ce qui fait que on s'y attarde pas trop et forcément ça nous touche moins, alors que justement c'était, en plus je trouvais ça plutôt intéressant l'histoire derrière le méchant, mais par exemple que ce soit son histoire à lui, que pareil aussi le pourquoi du comment du flic, son passé avec les autres super-héros, etc., pareil aussi avec le personnage Benoît Poelvoorde. En fait je pense
si on avait eu des personnages un petit peu plus approfondis et que ça se voyait dans le scénario et qu'on en parlait plus, en fait, je pense que peut-être là, on aurait eu quelque chose de plus impactant, au moins émotionnellement. C'est Il y vrai. a une forte chance que ce soit aussi question de budget et de ce qu'ils pouvaient montrer. quoi. À creuser pour une suite, peut-être, si le film marche. Ce qu'il a dit, c'est qu'en gros, Mhm. c'était pas forcément une fin ouverte. Enfin, il y a pas il y a une fin ouverte entre guillemets, mais que c'était pas pour dire qu'il y aura une suite. C'est plus pour dire que L'univers ça marche. existe, Voilà, en fait. que l'univers En fait, existe, on c'est sait ça. que l'univers existe, l'affaire est close, et voilà. C'est ça. Mais oui, puis il y a une petite scène post-générique, Oui, comme dans les vite fait, films de ouais. super-héros, pour faire genre, Ouais. oui, ça ouvre la porte à une suite, mais comme l'univers existe tel qu'il est, et l'univers est cohérent, Mm. c'est tout jamais. Après, la BO est aussi géniale, tu vois, la musique est vraiment top. Et l'histoire du psychologue des super-héros, c'est vraiment un concept Ah, oui. fort. En même tu temps, vois. c'est un univers posé quoi. Non, Ben ouais, voilà. tu Puis- grandis, t'as des pouvoirs, ça. tu les maîtrises ou pas. Ouais, non, il y a Moi, je tout ce serais truc. très curieux de lire le roman, du coup. Ouais. Pareil. Comment je suis devenu super-héros? Sortie prévue le 16 décembre 2020. Si tout va bien. Si tout va bien. Allez-y en masse, faites des sous. Voilà. Avec vos masques. Soutenez, voilà. En masse. Soyez des super-héros vous aussi, portez votre masque. Mais portez-le bien, pas comme Robert Pattinson. Voilà. Oh, c'est peut-être pas pour ça, hein, le pauvre. Oh. Ben oui, Batman ne porte pas bien son masque Oui. puisque le nez Il recouvre et la pas bouche la bonne sont partie. libérés. Oh, le con. C'était juste pendant une prise, c'est le truc horrible. C'était le film de clôture, mais revenons sur les autres films en avant-première. Il y avait un autre festival invité à Deauville, le Festival international du film d'animation d'Annecy, Ça va être tout noir. qui Ta présentait gueule. 3 films. Qui présentait 3 films ici, parce que le Festival d'Annecy était privé d'édition physique. On a pu voir des extraits des longs métrages en compétition. Il y avait des films entiers quand même. Oui, Mais pas ceux qu'on mais attendait pas le plus. ceux qu'on attendait le plus. Cette fois-ci, on avait la chance de les voir en entier et sur grand écran. Les films Calamity, Petit Vampire et Lupin 3 The First. On commence par le vainqueur de la compétition, le vainqueur du cristal du meilleur film d'animation d'Annecy cette année, Calamity, une enfance de Martha Jane Canary de Rémi Chaillet. C'est son 2e long métrage. Allez! Hey! Hey! Hop, 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 hop! Martha Jane, c'est quand qu'on arrive? Bientôt, quand on arrivera en Oregon, les chariots s'arrêteront et on se construira chacun une vraie maison. À vous, les canaris! Accrochez-vous, les enfants. Calme! Vous avez la jambe et 2 côtes cassées. Qui va conduire le chariot? Moi, je veux bien conduire le chariot. Je peux apprendre. Ne raconte pas d'âneries, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon? Bah, c'est pour les chevaux. Quelle calamité! Sortie prévue le 14 octobre. L'histoire de l'enfance, l'origin story, on peut dire, comme on dit chez les super-héros, de Calamity Jane, la cowgirl, la fille la plus célèbre de l'Ouest. Un film magnifique en 2D, fait en rendu 2D, mais on sent que ça a été modélisé et ensuite aplati. On n'a pas les arêtes en fait, c'est pour ça que ça donne cet effet 2D. Très beau, magnifique, et puis avec un personnage fort. Marwan, je te sens touché par cette œuvre magnifique. Pas tant que mes compères finalement. Oups. Mais je l'ai trouvé très sympathique, très beau. Et avec un thème qui, je trouve, est vraiment d'actualité. Et mais ça ne m'a pas plus touché que ça. Mais ça reste beau, mais voilà. J'ai pas grand chose à dire. Et c'est rare que Merci. je n'ai pas grand chose à dire en vrai. Et Thomas peut le témoigner. Mais, peut en témoigner. C'est vrai. Mais Il voilà, parle tout le c'est temps. sympa. Et ça fait du bien. Mais en fait, c'est surtout à sa voisine de cinéma qu'il parle, mais ça c'est une autre histoire. Nous ne pouvons pas en parler dans ce podcast. Il y en a un qui était emballé, et je ne l'ai pas interrogé tout de suite parce qu'il faisait des stories. C'est Thierry. Attends, Bah, il en fait toujours. Il en fait toujours des stories. C'est pas Alors- tellement une alors, par story, contre, c'est encore tu avais- plus compromettant. Tu avais dit c'était. Margot. Je pense quand ils sont venus sur scène pour présenter le film, c'est pas l'origin story de Calamity Jane, c'est une Histoire. Oui, un C'est peu, une histoire de Calamity une Jane. interprétation. une interprétation. C'est une interprétation. Oui, Ouais. c'est très librement Oui. inspiré du personnage de Calamity Mais, Jane. Comment Je devient me un doute que super-héros. tout ne s'est pas fait à 10 ans. Mais On peut- sait jamais. On ne sait jamais. on hein. ne sait jamais, mais Mm. effectivement, oui, on a Calamity. Enfin, on a Martha Jane,
qui est dans une caravane avec sa famille, son père et son frère et sa sœur. Le père se blesse pendant le voyage, donc elle va devoir prendre en main un peu les rênes. Et puis il y a d'autres événements comme un vol dans la caravane. Et comme elle a des mœurs un peu bizarres, elle a les cheveux courts, elle met un pantalon, elle est accusée du vol. Elle va donc partir à la recherche du voleur pour laver son honneur, si on peut dire. Oui, ça rime. Oui, ça rime aussi. Margot. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà beaucoup aimé le premier film du réalisateur, qui était Tout en haut du monde, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, qui était absolument magnifique et qui avait déjà aussi cette idée de lead féminin. En fait, dans l'autre film, c'était une petite fille qui partait à la recherche de son grand-père qui avait disparu alors qu'il explorait l'Antarctique quelque part, je ne sais plus exactement, et qui avait disparu, et du coup elle partait à sa recherche. Et du coup dans Calamity Jane, oui, on a aussi cette idée de petite fille qui doit laver son honneur parce qu'elle est accusée de tous les maux du monde, parce que c'est une petite fille, mais cette petite fille ne veut pas mettre de jupe, elle veut pouvoir diriger les chevaux, diriger la calèche, mais on lui donne pas l'occasion parce que c'est une fille, et une fille ne doit pas faire ça. Une fille doit mettre une jupe et elle doit aller ramasser les petites brindilles dehors. Oui. Elle ne doit pas mettre un pied dans la forêt parce que c'est dangereux. Oui. Voilà, bref. Et je trouvais... Alors visuellement, le film est vraiment très très cool. Vraiment. Et oui, le message aussi. Et puis même, je trouve que c'est une grande aventure au-delà juste du personnage. C'est une très grande aventure humaine, pleine de rencontres, pleine d'obstacles aussi. Et qui est vraiment très très bien. Et aussi sympa autant pour les enfants, pour leur donner un modèle autre qu'on peut avoir, et puis pour les et puis même pour les adultes. De toute façon, les films d'animation, c'est autant pour les enfants que pour les adultes. Ah bon ? Oui, clairement. Ça s'est pas vu dans la salle, hein. Oui, mais c'était vendu dans la section jeunesse à Deauville, effectivement. Oui, et puis on en a pas tellement parlé non plus. Ils en ont pas fait énormément à la promotion. Voilà. Mais bon, il sort bientôt, donc allez le voir parce qu'il est vraiment bien, et puis il faut soutenir le cinéma d'animation. Oui, Gabin. Recoucou. Je trouve qu'il ne démérite absolument pas son prix, et c'est vrai que j'étais absolument, encore une fois, absolument déçu de ne pas pouvoir le découvrir à l'édition d'NC Online. Donc on n'avait que 15 minutes de work in progress, de présentation du film sur le making of, le doublage, tout ça. Et moi déjà j'étais assez scotché par le rendu visuel, et je trouve vraiment le film très beau. J'aime beaucoup la manière dont le film met en valeur les paysages, surtout de l'Amérique, un peu façon Red Dead Redemption, hey façon ta référence, voilà, ça revient souvent, j'ai l'impression. Méga référence. Et non, mais il y a vraiment des plans qui, je trouve, subliment les décors et qui font des décors un vrai personnage. Et je trouve aussi l'aventure, donc même si Margot disait c'est à la fois pour les enfants et pour les adultes évidemment, et je trouve qu'il y a quelques passages quand même qui sont assez explicites, un petit peu osés, qui peuvent peut-être déranger un petit peu les enfants. Je trouve un peu violent quand on se fait taper dessus, ou voilà. Je sais pas, sur le moment je me suis dit... Lesquels ? Mais c'est moi qui extrapole un petit peu, mais... S'ils ont survécu à la mort de la maman de Bambi... Oui, voilà. Ah, celle où, quand elle se fait taper et traîner dans la boue par... Entre autres, il y avait d'autres choses où je me Il suis se passe dit... pire dans la cour de même, récré. Ça va encore, ouais. Mais surtout la course-poursuite en calèche, où du coup, il y a l'un des chevaux qui finit en bas. C'est un âne. Magnifique c'est un âne, bruitage. mais Magnifique bruitage. Ouais, mais non, il a nagé. Il a nagé. Il a Non, fait la je me brasse. suis dit, ah ouais, quand même, quoi. Enfin, ouais, non, je sais pas, ça m'a juste perturbé. Tu peux sur refaire le coup. bruitage. C'est trop bien. Tu peux l'enregistrer. On le ressortira. Ça sera un sample. Mais j'aime beaucoup la dynamique donc entre les personnages, le fait que Calamity doivent s'éloigner, Martha Jane doit s'éloigner de sa famille pour se découvrir elle-même et donc laver son honneur, comme on l'a dit. Et donc là, c'est tout un moment de rencontre, de péripéties absolument folle. Et donc il y a tout un moment de poursuite qui m'a un peu rappelé celle de Tintin du Spielberg qu'on voit à la fin. Là, je sais plus dans quel pays c'est, mais vous m'excuserez. Le plan séquence où tu ouais, fais juste... voilà, t'es là genre... Et du coup, il y a une petite scène de poursuite qui m'a un peu rappelé ça dans le dynamisme, dans l'humour, tout ça. C'était bien rigolo, c'était bien beau. Donc j'étais ravi. Merci. Thierry, tu as lâché Twitter, ça y est, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors Calamity Jane, Voilà. c'était bien. Ah écoute, oui.
C'était génial. Je pense que j'ai rarement répété à quel point c'était génial. Je pense que j'ai fait. Enfin, Oui, Pendant- en sortant de la salle, on l'a pendant entendu. une oui. demi-heure, après, je disais plus un seul mot. Et dès qu'il y avait un silence, je disais putain, c'était trop bien. J'ai vraiment kiffé. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce genre de récit, en fait, c'est que quand tu as un récit qui va parler justement aux femmes qui ne peuvent pas à cette époque-là faire ce qu'elles veulent, malheureusement, et quand on traite de ce genre de choses, alors là, l'avantage de l'animation aussi, c'est que tu peux mettre beaucoup plus d'éléments. C'est qu'on va te parler, par exemple, je sais pas, de la femme qui n'a pas le droit de se servir du vin. On va faire un film là-dessus, et à la fin du film, elle a réussi, elle s'est servie du vin, on est content. Et du coup, on se trouve toujours que c'est pas assez, on aimerait bien qu'elle puisse faire plus de choses, mais accomplir un truc, c'est déjà bien. Là, ce qui est cool avec celui-là, c'est que la gamine, elle va absolument tout accomplir. Mais vraiment tout. Tout ce qu'on lui interdit au début, tu te dis pas, non, elle va réussir à porter un pantalon, et ils vont accepter. Non, non, elle va porter un pantalon, elle va faire du cheval. Elle va te faire une aventure de taré toute seule qu'elle va mener elle va mener tout le monde à la baguette. C'est génial, quoi. Il n'y a pas un seul moment où tu t'ennuies. Et ouais, c'est un récit d'émancipation fou, absolument irréaliste, parce que même si Calamity Jane est une figure très forte, c'était pas à ce point. On se doute bien. Pas aussi vite. Voilà, par rapport au contexte d'époque. Mais c'est hyper cohérent et putain, c'est un message à envoyer aux gosses qui est génial, quoi, de leur montrer. Voilà, hein. Les petites filles, ça fait pas la popote, pendant que les petits garçons, ça fait du bricolage et tu fais absolument ce que tu veux. Et s'ils te disent non, tu les emmerdes. Alors évidemment, le film le dit pas avec des gros mots comme ça, mais il te le dit bien quand même, quoi. Il te rentre dans l'art, il te dit les choses. Et ça fait trop plaisir, quoi. Calamity, une enfance de Martha Jane. Un prix mérité. Oui. À Annecy. Autre film d'animation attendu lui aussi, Petit Vampire de Johann Sfar, le réalisateur du Chat du Rabbin, l'auteur même de la BD d'origine. Petit extrait de bande-annonce. À propos de Petit Vampire... Non, il va bien. Il est très heureux. C'est relou, Petit Vampire. Ah pardon, je suis jeune. Vous avez un bateau de pirates? Le mien, il fait 35 cm et on peut même le mettre dans l'eau. Madame, je peux courir partout sur vous en hurlant? C'est pour ça. Depuis que je te connais, je suis très heureux. Ça veut dire qu'il y a des trucs après la mort. Nous, la mort, on est contre. Nous, la mort, on trouve que c'est un scandale. Je dors dans un cercueil parce que mes parents sont un peu traditionnalistes. Mais je pourrais aussi bien avoir un canapé lit. Y a pas grand chose à faire dans cette maison, à part les tableaux qui t'entraînent dans d'autres mondes, les bagarres au sabre dans la salle d'armes et le bateau de pirate. On s'éclate, non, chez Petit Vampire Ça a l'air fun. Ça a l'air fun, n'est-ce pas? Ah, mais vous n'étiez pas là. Eh Vous ouais. êtes conditionné parce que vous étiez avec Benoît Poulvorde là. C'est avant ça, la oui, conférence on était de à la presse. conférence de On presse, a on a bu bien une bière. rigolé. À 10h du Petit matin. Vampire de Johann Sfar, effectivement, auteur de la série Petit Vampire également, auteur du Chat du Rabbin, réalisateur également de Gainsbourg, Vie héroïque, Sur Netflix. un collectionneur de César, on va dire, et qui revient avec les aventures du Petit Vampire, donc qui a été rendu immortel avec sa maman il y a 300 ans, pour échapper à un danger mortel. Et donc il vit avec le capitaine des pirates et toute une bande de joyeux monstres. C'est très logique. Seulement, au bout de 300 ans, il s'ennuie un peu, Petit Vampire. Du coup, il va essayer d'aller sortir de la maison. Pourtant, il n'a pas le droit. Car dehors, une menace rôde. Et il sera copain avec un petit garçon. Il y aura plein d'aventures derrière, comme vous avez entendu. C'est un remake de Canine de Yorgos Lanthimos, mais avec des petits vampires. À vous de juger. C'est trop précis comme van. On retrouve les voix de Camille Cotin pour la maman, Alex Lutz pour le méchant et Jean-Paul Rouve pour le capitaine des morts. On en parlera de Jean-Paul Rouve parce que quand même, il a une prestation exceptionnelle. On en parle tout de suite. Bon, alors, autant l'ensemble du cast voix est très bon, enfin très bien, ça marche très très bien. Autant Jean-Paul Rouve, on a l'impression qu'il lit sa liste des courses. Ah non, moi désolé, pour moi c'était les Tous. trois. Hein. Camille Cotin, doublage- Alex Lutz, le doublage est Jean-Paul horrible, Rouve. Ah non, maman, moi je trouve que ça allait. Non, Ah, c'est je trouvais que les trois, ils étaient là en c'est train de juste- lire leur texte en mode allez vas-y, encaisse le chèque et je me casse. Hein. c'est vrai que ça manque de direction, un peu tout ça. Il y en a un il y a une voix qui a marqué aussi, c'est la voix du bulldog. Fantomas. Ah, parce que ça se passe à Nice. Alors du coup, il y a l'accent du Sud. Voilà, c'est pas s'entend du tout un bien peu. l'accent du Sud. Et le seul qui a l'accent du Sud, c'est le bulldog.
Oui, voilà, c'est Voilà. la minorité auditive Oui, qu'on lance, évidemment. qu'on met dans le rôle du chien. Voilà. Comme il parle beaucoup. Je manifesterai. Le chihuahua de Port-Vendre. C'est bien ça. Bon, mis à part ce petit souci de voix, avez-vous apprécié ce film? Alors, on a Margot qui était entre le c'est pénible et c'est génial. Oui, C'est en fait, génialement c'est- pénible ou c'est péniblement génial? Oui, voilà. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès les premières minutes, moi, le doublage de voix, c'est vrai que ça m'a. J'étais là, je fais. Soit ils viennent de se lever du lit, soit on les a chopés en coin de rue, on leur a dit de lire un texte sans savoir ce qu'ils devaient lire. Mais il y a zéro entrain. Mais Jean-Paul Rouve, on va parler que de lui, mais Jean-Paul Rouve, dès les premières minutes, dès qu'on l'entend, c'est une catastrophe. Il est pas là. Enfin, j'ai pas compris. Et puis, après, oui, l'histoire est sympa. Il y a des bonnes vannes. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas trop. J'ai l'impression que c'est un petit peu trop de vannes et moins de. Franchement, j'arrive pas trop à me positionner sur ce film. J'arrive vraiment pas à savoir si c'est lourdingue par son humour, par tous ses personnages, et j'arrive pas trop. J'ai pas réussi à m'attacher aux personnages non plus. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Après, ouais. Pour les plus jeunes, oui, les plus jeunes, ils vont Je se pense que la marrer. cible, ce sont les plus Oui, petits. bien sûr. Effectivement, nous, on a le regard du papa ou de l'oncle qui doit venir avec. Qui doit venir avec. Bon, moi, franchement, j'ai passé un bon moment. Et il y a des vannes pour les petits, il y a des vannes pour moi qui étaient un peu plus subtiles, mais qui faisaient quand même rire les petits aussi. Je trouve que c'était assez bien dosé pour la famille, même si ça cible clairement les plus petits. C'est vraiment le cœur de cible. Mais en tant que grand, je me suis pas ennuyé non plus. Bon, mis à part ce problème de voix, je trouve que c'est plutôt beau aussi, c'est plutôt bien animé. C'est une des premières remarques qui m'a sauté aux yeux. Et puis tous les gags, avec cette équipe. Il y a un homme crocodile, il y a une espèce de Frankenstein, il y a le bulldog qui est un peu jaloux. Non, même les gags avec les mignons, enfin je sais plus comment ils s'appellent, les espèces de blattes qui servent... Les kawaii. Les kawaii. C'est ça, qui servent de sbires aux méchants. Non, moi j'aime beaucoup cet univers. La proue du navire qui se crêpe le chignon avec la mer. Donc les petits trucs comme ça. Moi j'ai trouvé ça très plaisant. Et non, je trouve que ça correspond parfaitement pour une soirée, pour une sortie en famille. Voilà. Cabin. Moi, je l'attendais beaucoup, mais j'ai vraiment eu du mal à être plongé dedans. Non seulement à cause du doublage, on l'a dit, parce que honnêtement, Jean-Paul Rouve, on va réinsister, mais c'est vraiment censé être le capitaine des pirates, squelette, enfin voilà, Il y est pas du tout. c'est le crâne, mais à aucun moment le mec est menaçant en fait. Nous sommes en danger, vite, allons nous sauver. Attention, je vais te casser la tronche. Enfin, non, voilà. Et j'ai eu du mal aussi avec le rythme du film. Je saurais pas trop décrire exactement. Je trouve que soit ça va trop vite, soit ça va trop lentement. Enfin, c'est très bizarre. Très, très, très bizarre. Je trouvais le rythme, les séquences. Du coup, je suis pas du tout entré dedans. Et c'est peut-être le fait que ça soit un film tiré d'une série et que... Alors, j'ai pas vu la série, je peux pas vous dire, mais peut-être qu'il y a eu pas mal d'éléments de la série qui ont été réutilisés pour le film. Je trouvais aussi que tout le début, la première scène, puis le générique, ça faisait très très série, enfin très très dessin animé télé. Aussi la toute fin, qui est un peu rushé. Enfin, le dernier plan, je sais, c'est ça le dernier plan, bon ok. Mais ouais, j'ai vraiment eu du mal, même si voilà, il y a beaucoup d'humour. L'esthétique, je l'apprécie beaucoup, l'esthétique. Enfin, je peux pas nier que le film soit très joli, assez inventif, notamment sur les séquences où les fantômes, enfin le petit vampire et les monstres jouent dans les tableaux. Ça, c'était très drôle, par contre. Il y avait de bonnes petites trouvailles et de bonnes petites vannes. Mais je suis resté complètement extérieur au truc et j'avais l'impression qu'il fallait être sous coke pour regarder le film, en fait. Du coup, je me dis que c'est à peu près l'état des enfants entre 5 et 10 ans, donc ça doit bien correspondre. Voilà. En tout cas, ça sort le 21 octobre 2020. Si tout va bien, c'est pile pour les vacances de la Toussaint et pour Halloween. Donc, ça devrait bien correspondre pour cette période-là. Et ça va tomber en même temps que les Trolls 2. Oui, ça va être encore autre chose. Affaire à suivre. Enfin, dernier film de la sélection d'Annecy, celui que j'attendais comme un taré. On confirme. On sent qu'on va se faire couper si jamais on dit le moindre mal du film. Déjà, si tu parles à côté du micro, j'aurais pas besoin de le faire. Po. Je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Lupin 3 The First, ou Edgar de la Cambriole pour les plus vieux. Petit Il a sorti toute l'énergie qu'il avait là. petit bout Il de a tapé bande-annonce, sur le de siège. teaser. Lupin 3 The First, film de Takashi Yamazaki, d'après la licence Lupin 3, créée dans les années 60 par Monkey Punch. Et oui, Lupin 3, donc petit-fils d'Arsène Lupin, qu'on connaissait sous le nom d'Edgar de la Cambriole, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les droits d'Arsène Lupin. Par contre, il ressemble pas beaucoup à Omar Sy. Hein. C'est pas faux. Ni à Romain Duris. Non, on est plus dans le bébel, dans l'inspiration. Oui, le magnifique. Ouais, dans le magnifique. Exactement. Totalement le magnifique. On y est totalement. Donc, Lupin et ses copains s'associent à Laetitia pour cambrioler, déjà dérober un livre mystérieux et percer ses secrets. Mais ils sont en concurrence avec un groupuscule, une association secrète de nazis qui veulent... Oui, parce qu'il y a toujours dans les bonnes histoires... Il y a toujours des nazis. Il y a toujours des nazis dans les bonnes histoires. Oh, il n'y a pas que... Ah, voyez Résistance, hein, par exemple. Hein. Oui, bon, dans les mauvaises aussi, mais là, il y a des nazis. Et donc, une course-poursuite pour percer voilà, le secret. Les nazis qu'on aime bien, ils étaient là. Faut pas les détester, les nazis. Ils sont rigolos, ça va. On va avoir une seconde chance. C'est toujours eux qui ont le mauvais rôle. Les pauvres. Il y a de l'action, c'est rigolo, c'est cartoon, on a une 3D impeccable et du rythme. Et ça va dans tous les sens pendant 1h30. On ne respire pas tellement ça va vite. Est-ce que vous avez été... est-ce que Arsène Lupin, troisième du nom, a cambriolé votre cœur de cinéphile ? Pas tous à la fois. Bah pour le coup, en sortant de salle, j'ai pas arrêté de dire la même chose que Thierry a pu dire en sortant de Calamity. C'est que c'était génial, c'était magnifique, c'était très beau. C'était une beauté que je n'envisageais pas. Et, C'était beau, hein. Les personnages, on aurait dit des joints latex. Mais du coup, ça accentue le côté cartoon, mais ça colle bien parce que comme ils font des grimaces, ils sautent, ils tombent dans tous les sens, ils se prennent des coups, ça marche très bien. Et par contre, tout ce qui est véhicule, il y a un effet métal qui est sublime dans les poursuites. Il y a une poursuite sur une autoroute ou je ne sais pas, sur la route. Le périphérique. Sur le périphérique, exactement, parce que ça se passe à Paris, le début du film. On voit la Tour Eiffel. C'est là aussi beau à en pleurer. C'est très impressionnant, effectivement. Ah, totalement. Et déjà, je trouve qu'il y a eu quelques scènes de course-poursuite en voiture qui pouvaient faire rougir certains Peninsula. Et non, il faut pas regarder les deux d'affilée. Ah non, vaut mieux pas. Et c'est plutôt bien réalisé, c'est très très beau. Et en gros, je trouve qu'il y a une certaine détente dans l'idée de raconter l'histoire. Ils vont pas chercher une cohérence quelconque, c'est vraiment on y va, on a des personnages qu'on va utiliser à fond. T'en as un qui va toujours réussir à s'enfuir, enfin t'as Lupin qui, tu sens qu'il est toujours, il trouve toujours une technique, même si c'est pas crédible, mais tu t'es tellement dans l'univers, dans la blague, dans le sketch que t'es à fond. Et chaque personnage est assez fou, ils ont tous leurs caractéristiques. Toi t'as le samouraï, t'as le commissaire qui veut le choper à chaque fois, et c'est vraiment génial. Et puis je trouve que le film prend vite l'aspect archéologie un petit peu à la Indiana Jones, et ça fonctionne aussi. Ça me faisait penser au troisième par exemple, et la croisade. Ouais, celui-là, et voilà, et c'était génial, c'était vraiment passionnant, et qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a Gabin qui fait des signes, il est pas content. Gabin. Pas du tout, c'était pas du tout ça. C'était une private joke avec Thierry qui parlait beaucoup aussi d'Indiana Jones 3. Ah, oui. C'est tout. Oui, parce que Thierry, tu faisais remarquer que l'intrigue est très calquée. Je trouve que le schéma est très calqué. Alors en fait, un peu trop, mais ça m'a pas non plus méchamment. Enfin, ça m'a pas gâché le plaisir. Mais c'est vrai que le schéma même dans la manière dont les rebondissements s'enchaînent
faisait énormément penser à La Dernière Croisade. Alors après, une fois de plus, c'est ce qu'on s'était dit. Le souci aussi est que Spielberg, dans sa trilogie, et particulièrement le dernier volet, a créé la narration très canon du film d'aventure en général, et beaucoup de films d'aventure ont ensuite repompé ce schéma-là. Donc en soi, que Lupin 3 le fasse aussi, c'est limite de la référence inconsciente en fait. C'est vrai, c'est plutôt assumé, je trouve. Et vraiment, je pense que le film est juste incroyable, juste pour une certaine photo. Je sais pas si on peut dire ce que c'est. oui, non. Fameuse. Il y a des nazis. Et alors on peut le dire parce que c'est assez tôt dans le film. Ouais. C'est assez tôt. On voit une photo, et c'est juste une photo d'un Hitler vieux en fauteuil roulant. Parce que l'action se passe 15-20 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et il aurait survécu. Et donc il y a une rumeur comme quoi il aurait survécu, et il y a une photo. Et c'est la meilleure photo. Ah, c'est fantastique. Ouais. C'est incroyable. Ça te sort sur le moment, tu fais non, c'est sérieux. Tout le monde a explosé de rire dans la salle, c'était chouette. Non, vraiment, c'est tellement drôle, je trouve. Et encore une fois, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que t'as un aspect qui était beaucoup plus travaillé dans l'intergénérationnalité que par exemple Calamity, qui était sympa, tu vois. C'est Calamity, tu sens vraiment que c'était pour les enfants et tout. Et alors que celui-là, je trouvais qu'à l'inverse, t'avais une lecture adulte et une lecture pour les jeunes. Tu vois, j'aurais vraiment énormément adoré étant jeune autant qu'à mon âge. En effet, Thierry, oui. Non, okay. Non, je peux y aller. Les autres, ça me dérange pas. Sauf si Gabin veut parler. Cafouillage. Allez, vas-y Gabin. Alors, je vais encore me la péter, mais j'avais pu le voir au moment d'Annecy, parce que le film n'était pas dispo, mais Rozoom, le distributeur, donc qui va sortir le film le mois prochain, m'a très gentiment envoyé un lien pour voir le film. Merci Rozoom. Et donc, j'étais très content de le revoir, même si la salle du casino à Deauville, elle est un petit peu pas terrible, et du coup, le son, il était pas terrible, et puis l'image, elle était un peu bof. C'est ça, mais malgré une image... Malgré ça, je trouve le film très très beau, et j'étais très très content de le voir enfin sur grand écran, et non pas sur mon écran d'ordi. Et comme on le disait, il y a vraiment des moments où l'animation est superbe, et je pense surtout à des gros plans sur les personnages, où on va plutôt dans le détail, sur la peau, sur les visages. Je trouve que là, ça devient très même photoréaliste parfois. Quasi. Enfin, en même temps, c'est très cartoon. Autant que ça peut l'être dans ce style cartoon-là, parce qu'ils ont l'air d'être en latex avec leurs fringues et leurs allures, justement pour être plus agiles. C'est très cartoon, mais il y a quand même des moments où je trouve que c'est assez réaliste finalement, et je trouvais ça très beau. Et oui, je trouve que c'est extrêmement bien rythmé sur l'humour, les poursuites, etc. Et dès le début, quand on a le générique de début en mode James Bond un peu barré, j'étais là, ouais, ok, on y va. Et tout le long du film, c'est ça. Après, on va peut-être reprocher que ça soit un peu daté sur la relation avec Laetitia, machin, les femmes dans le film et tout. Mais ils ont gardé les archétypes. Voilà, ils ont gardé les archétypes de la série. Les archétypes de la série, il faut replacer dans le contexte au moment où ça a été créé. Ça m'a pas plus dérangé que ça personnellement. Et voilà, je trouve que tout le casting, enfin tous les personnages sont assez intéressants, ont tous leurs petites particularités, ils sont très drôles. Mais voilà, vous avez déjà tout dit principalement. C'est vrai qu'on aurait pu éventuellement apporter très une touche de modernisme sur les rapports aux persos féminins sans forcément les faire du gros forcing. Mais bon, après, pourquoi pas garder l'archétype. Après, je trouve que c'est très japonais aussi, du coup. Oui, c'est très japonais. Voilà, c'est très japonais. Très japonais. Ça confère un certain charme. Donc, je t'y fais. Moi, j'apporte le petit bémol quand même. Il y a quand même des trucs qui m'ont. Donc, Thomas, tu coupes. Hein. Je crois qu'on est en train de perdre. Vas-y, parle, Thierry, continue. Je suis en train de régler les problèmes là. J'ai été un peu moins charmé quand même. Et c'est pour le côté cartoon de l'animation parce que je trouve que sur ce type d'animation-là, ça m'a moins marqué que sur un côté animation traditionnelle qui je trouve peut, par la déformation des réalités, par le côté tu peux aussi jouer avec les décors et moins jouer sur le réalisme, justement accentuer le côté cartoon, où là par exemple je pense c'est un commissaire ou le flic qui poursuit Lupin constamment. L'inspecteur Koshi Zenigata. Koshi Zenigata du coup. Et qui a un côté voilà, je trouve que dans une bulle animée, ça passerait très bien, c'est quand il gueule Lupin et que son visage se fige. Et je trouve qu'avec cette animation-là, du coup, ça manquait en fait d'expression parce que c'était du coup, hop, il ouvrait sa gueule, ça se figeait et il avait le côté très figé. Du coup, voilà, je trouvais que ça marchait un petit peu moins sur ces gags-là, mais ça m'a quand même plu. Et alors, mais ça n'a rien à voir avec la qualité du film. Je pense que le fait de l'avoir vu en VF m'a pas mal gâché le plaisir parce que les doublages très exagérés, comme les Japonais savent très bien le faire, passent moins bien en français. Du coup, j'ai eu des fois un peu de mal à rentrer dedans à cause de ça. Mais ça, voilà, je le mets absolument pas à la décharge du film, quoi. Oui, alors le doublage français, qui
qui est dans les standards du doublage pour ce genre de film, enfin pour les films japonais. Et oui, on sent que ça a été fait, que ça a été calqué plus sur les acteurs japonais, effectivement, et les grosses expressions, et je pense que les grosses voix japonaises, on l'a entendu dans l'extrait audio, les grosses voix surjouées, le surjeu du doublage japonais, colle avec justement ce caractère grotesque des personnages que moi qui suis à l'opposé, moi j'ai trouvé que ça collait très très bien, mais bon, après ça c'est bien sûr. Ça c'est subjectif, après je pense que c'est une perception. Notre femme fatale à nous. Oui, Margot. bonsoir. Oui. Coucou. Alors, comment dire Non. Comment aborder la chose? Je veux pas vous vexer. Je veux pas vous vexer, mais j'ai dormi les 50 premières minutes. Oh. Du coup, il t'est resté 20 minutes. Alors. Oui, mais du coup, les 20 minutes que j'ai vues, j'ai trouvé ça très très cool. Bon, voilà, ben. allez, bonne soirée. Merci. Non, mais c'est pas ma faute. Non, mais donc tu reviendras le voir le 7 octobre. Oui, mais en VO. oui, je décuvais de la veille, excusez-moi. Margot était bourrée hier soir, on aurait dû enregistrer pour vous mettre ça dans le bêtisier, c'était génial. J'avoue. Il y aura un bêtisier. Oh merde. À cause de ça, non. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que Thomas a caché des enregistreurs partout dans la ville à claque. C'est Love Story ici. Peut-être qu'il y a des offs que j'ai mis de côté pendant la semaine, qui sait. Bon. Peut-être. C'est pour ça que Marwan est aussi long quand il va aux toilettes, parce qu'il croit que c'est un confessionnal. C'est ça. J'ai mis 9 sur 10 au dîner. À moins que vous ne me les dérobiez. Là, ils vont monter un plan, ça y est. Ils vont monter un truc. C'est extraordinaire. Bon, après, si vous n'avez pas vu, je trouve que c'est pas mal pour rentrer dans la licence Lupin, même quand on ne connaît pas. C'est assez facile. Je connaissais d'ailleurs. Moi, je connaissais. Je connaissais pas du tout. Non, je connaissais pas du tout. Moi, j'avais vu la série quand elle était passée sur Game One. Il l'avait rediffusée et j'avais vu le château de Cagliostro d'Hayao Miyazaki. Voilà, le premier long métrage de Miyazaki avant Ghibli. Avant c'était Lupin. C'était un film un long métrage de la licence Lupin. Ouais, et qui, au final, oui, on retrouve quand même beaucoup d'éléments et tu vois que c'est aussi là que c'est pas dérangeant que ce soit un peu daté dans certains archétypes, c'est qu'il y a aussi un énorme hommage à la série. Enfin, en tout cas, pour avoir juste vu Cagliostro. Oui, c'est très similaire à ce qu'on y voit, quoi. Donc c'est un épisode de la série d'1h30. C'est ça, c'est un énorme clin d'œil à toute cette série ultra pulp, ultra enjouée. Donc je ne peux que vous recommander la licence Lupin 3 dans son entier. Voilà. C'était Annecy. Ça y est. Maintenant, ça y est, on va faire la gueule. Ça y est, Annecy, maintenant, c'est fini. on rentre à Deauville. Ouais. On rentre à Deauville et à Cannes. Et même, on attaque le palmarès avec un film sélectionné à Cannes qui reçoit un prix, le prix Dormano Valenti 2020 du meilleur premier film français. Celui-là, le prix a été désigné avant même le début du festival. On savait qu'il l'avait. C'est Slalom de Charlène Favier. On ne rigole plus du tout. C'est plus du tout pour les enfants. Et petit extrait. Petit silence, retirez le sourire dans la voix. Ambiance mortifère. C'est parti. Prout. Merci Marwan. Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Personne va te faire de cadeaux ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end. Tu donnes tout là? Non, je regarde un peu. Je t'ai laissé 20 messages au moins cette semaine. Je rentre, je suis crevée, je m'écroule. Bon, le mec derrière toi, c'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Il est toujours comme ça, Fred. Avec lui, c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre là, hein? Tu vois, je te l'avais dit, hein, le travail paye. Une fusée. Championne de France. Regarde l'effet que tu me fais. Désolé. Aïe, 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 aïe. Il a dit pardon, ça va. Ah bah si, il dit pardon. Ça compense. Lise, 15 ans, vient d'intégrer un prestigieux club de ski-études et elle participe à des tournois. Elle a un des meilleurs entraîneurs de France, Fred, ex-champion. Et il va l'entraîner et comme Lise est douée, elle va très vite remporter des compétitions. Et le duo Lise-Fred va être une véritable machine à gagner. Seulement, un soir en rentrant, ça va déraper un peu, à peine.
Ça dérape littéralement. Ça dérape littéralement. Fred va Soyons honnêtes. Fred va avoir une relation forcée quand même. Hein. Et il va y avoir une espèce de relation entre les deux qui va s'installer, qui va être autre chose que la relation entraîneur sportif. Oui, c'est ça. Voilà, entraîneur et champion. C'est une ambiance lourde et pesante va s'installer et se poser sur les épaules, faire pression sur les épaules de cette petite de Lise. Lise est incarnée par Noé Habitat, bébé. Oui. Et l'entraîneur incarné par Jérémy Régnier. Des applaudissements de merde. C'est le premier film de Charlène Favier, effectivement. Merci, c'est mieux. Un film pesant, un film qui verrouille un peu, un film qui choque même dans sa brutalité, dans le côté brut même des scènes. Une grande descente, pas seulement à ski. C'est tellement glacial, quoi. Oui, glacial, c'est le mot. Oui, enfin ça se passe à la neige. Non. Oui. Voilà. Non, mais outre Margot, la blague, je pense qu'on peut quand même féliciter le Festival de Deauville qui, du coup, le prix d'Ornano Valenti, pour ceux qui ne savent pas, est un prix qui est remis chaque année à un premier film français. Et pour le coup, ce prix-là est toujours très intéressant parce qu'ils ont toujours choisi des films avec des thématiques très fortes. On se souvient, l'année dernière, c'était Les Misérables. Oui. L'année d'avant, c'était Les Chatouilles. Ouais. On a aussi eu Jeune Femme qui avait été primée. On avait aussi Willy Ier, qui était le premier film des frères Boukerma qui ont fait Teddy, qui était présenté cette année dans la sélection cannoise. Mais voilà, ils font toujours des choix très, 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 très sérieux, très axés sur le social, etc. Donc déjà, bravo à eux parce que c'est important de mettre en avant ces films-là. Et le film était aussi sélectionné à Cannes, Slalom. Oui, Ouais. d'autant plus. Et du coup, Slalom, on se retrouve à la montagne avec cette jeune fille. On a l'impression qu'on a une liberté, un espace absolu, total. Et en fait, on se retrouve dans un huis clos absolument terrifiant avec une jeune fille qui se retrouve toute seule. On apprend très vite que ses parents sont divorcés. Elle n'a pas de contact avec, quasiment aucun contact avec son père. Et les contacts avec sa mère sont très limités parce que sa mère, aux premiers abords, n'en a visiblement que faire de la carrière de sa fille. Elle n'arrive soi-disant jamais à se trouver un moment pour pouvoir venir assister aux compétitions. Et c'est surtout qu'elle bosse à Marseille. Oui, mais on le sent dans sa voix. On entend sa voix, par exemple, le plus flagrant, quand il passe les vacances de Noël, elle explique qu'elle a un nouveau copain et qu'elle passe la semaine à Bilbao avec le copain. Du coup, en gros, elle dit démerde-toi pour aller passer Noël ailleurs, quoi. Parce que En plus, elle lui dit, elle fait oui, mais du coup, t'es pas invité. Ouais. Donc, je pense qu'on a déjà cet aspect-là qui fait qu'elle se retrouve vraiment toute seule dans un endroit où elle est obligée d'être indépendante alors qu'elle est encore très jeune et qu'elle retrouve une figure. Il y a une figure paternelle avec l'entraîneur, voilà, et d'autant qu'elle n'a pas de support familial, et ce qui explique et qui complique du coup la situation avec son entraîneur et la relation entre les deux. Oui, voilà. Et donc on sent tout de suite, on sent tout de suite la tension qu'il y a entre ces deux personnages. On sait très bien ce qui va se passer, sauf qu'en fait, on ne sait jamais quand ça va arriver. Et quand ça arrive, alors pour le coup, c'est assez frontal, si on peut dire. Même toutes les scènes qu'ils ont entre eux, elles sont assez fortes, elles sont quand même assez... C'était assez dur à regarder. Surtout qu'elles sont très très longues en plus, ces scènes. D'autant plus pour installer le malaise. Et je trouve que c'est un film très très fort, avec une thématique très forte qui revient aussi sur les violences sexuelles qu'il peut y avoir dans le milieu du sport et auxquelles on ne prête peut-être pas assez attention. Et la jeune actrice, j'ai oublié son prénom, qui est absolument mais incroyable. Elle a une présence, elle dégage une force et en même temps une fragilité je la trouvais hyper touchante. Et Jérémy Régnier, même s'il a le plus gros rôle de salopard du monde, le joue très bien. Et voilà, très très grand film, je trouve. Et le final aussi, que je trouve très très beau, assez intimiste finalement, pas dans le surjeu ni rien. Et oui, un très grand film. Franchement, s'il y aurait eu Cannes cette année, je pense qu'il serait reparti avec quelque chose. Oui, et alors Noé Habitat qui jouait le rôle titre dans Ava. C'est ça, un très beau film. Ouais. C'est ça. Gabin.
Et ben moi, cette petite histoire, ça m'a rappelé un peu les autres affaires de harcèlement dans le domaine du patinage artistique Exactement, qui sont un peu passées sous le tapis et qui ont été très mal gérées il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, Charlène Fabier aussi, en présentant le film, nous a bien dit que c'était inspiré de sa propre histoire. Donc, bon, on n'en sait pas tellement On n'en sait pas plus. Hein. Voilà, je pense qu'elle a dû en parler dans certaines interviews. Voilà. Mais on ressent à quel point le film est viscéral d'emblée, tellement il y a très clairement le syndrome de Stockholm qui s'installe entre voilà, je sais plus comment elle s'appelle dans le film. Lise et Fred. Lise et Fred, c'est tellement toxique. Enfin, dès le départ, il la malmène. On sent que c'est pour la pousser dans ses retranchements, mais très vite, on sent qu'il y a autre chose. Et comme l'a dit Margot, en fait, les scènes sont très explicites, sont très dures. Et donc, c'est très oppressant dans la mise en scène aussi. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très bien mis en scène, autant les scènes de ski que les scènes d'affrontement. Dans la musique aussi, c'est assez prenant. Et ce qui m'a aussi perturbé, c'était la manière dont chaque acte, en quelque sorte, est séparé par une espèce de plan sur les montagnes, et où ça s'obscurcit peu à peu. C'est ça, la montagne qui illustre l'état d'esprit de Lise. Ouais, hein. c'est de plus en plus... Jusqu'à la compétition qui se fait limite sur une piste fermée complètement. Et c'est de plus en plus obstrué, quoi. C'est, voilà, à toute fin, c'est tempête de neige, nuit totale. Et des barrières autour de la piste. Et donc, ouais, c'est Jérémy Régnier, Noé Habitat sont extraordinaires. Les deux sont vraiment extraordinaires. Mais la mise en scène aussi est un très très grand point fort du film. Je trouve que c'est vraiment tout un ensemble, et donc ça vole pas sa sélection à Cannes, ça vole pas ce prix non plus. Donc ouais, j'étais très perturbé, mais ouais, c'est vraiment un bon film. Notre chamois d'or à nous, Thierry. Chamois d'or. La nuit légère. Oui, non, mais en fait, c'est absolument parfait que ce soit aussi perturbant. Moi, le nombre de fois où je me suis accroché à mon siège, je me suis dit, je vais me casser. Mais si elle reste dans cette situation, je dois rester avec elle. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc j'ai pas immensément de choses à rajouter, à part le fait que oui, comme le dit Gabin, c'est assez hyper virtuose pour un premier film. Ça maîtrise tellement de codes de mise en scène, mais qui sont jamais forcés, jamais poussés. T'as pas besoin qu'on te les explique, et tout passe par l'émotion et les yeux de Noé Habitat, qui est dingue dans ses expressions. Et il y a deux choses du coup que je vais relever. Et il y a un moment où j'ai eu un petit espoir. C'est le moment où il y a ce sélectionneur d'une plus grande équipe, je crois, l'équipe de France, je crois, qui vient voir Fred, la fédération, et qui lui dit bon, je vais la récupérer parce qu'elle est vraiment bien. Et j'ai eu ce moment d'espoir, ce moment où je me suis dit, le gars il est un peu plus bourru, il fait un peu plus vieux dégueu, tu vois, allez, ça va être lui, hein. C'est bon, ça va. Et Fred dit non, et là je fais non, elle reste en faire avec ce mec, et c'est avec lui que ça va se passer. Et c'est là que c'est brillant en fait. C'est cette espèce de coach qui, même s'il est très dur dans son métier, mais tu peux dire c'est quelqu'un d'attachant. Et on peut parler aussi des dérives du sport où, oui, il y a besoin des fois d'un entraînement très intensif et de personnes qui se poussent dans tes retranchements pour te faire atteindre des capacités athlétiques. Pourquoi pas ? Donc ce prof qui est plutôt bel homme, qui a une nana avec qui ça se passe bien, qui a l'air de tenir à ses gosses et de vouloir les entraîner comme il faut, c'est très bien que ce soit ce mec-là en fait qui ait cette dérive-là pour te montrer que ouais, c'est pas celui que t'imagines, tu vois, et que quand on te dit ce mec-là m'a touché, que tu le regardes pas en disant non, pas lui, il a l'air trop bien celui-là. La nana sans doute, cela dit, enfin la copine de Fred. Ça, je trouve ça brillant. Moment, mais... Et le truc qui est bien, pas bien évidemment, c'est que ça se passe avec une enfant de 15 ans. Ouais. Et que ça te rappelle que non, le consentement à 15 ans c'est une énorme connerie, quoi. Voilà. Alors attention, dans la loi, le consentement à 15 ans, c'est avec quelqu'un qui n'a pas d'influence, d'ascendant sur toi. Bien le sûr. cas de l'entraîneur, là, c'est oui, pénal. Mais du coup, tu sais, le problème, c'est que malgré tout, avec ce genre de truc, les gens sont confus et se disent que... voilà. Non, mais c'est aussi une manière de te montrer que, une enfant de 15 ans, même si elle doit être débrouillarde par la force des choses et que tu te dis qu'elle est peut-être même potentiellement un peu plus mature pour son âge parce qu'elle doit se débrouiller toute seule avec cette situation familiale et sa mère qui l'abandonne totalement, mais que quand il s'agit de ça, ça reste un enfant, quoi. Et ça, je trouve ça assez brillant, justement, de ne pas avoir mis un enfant plus jeune ou plus vieux. Et en même temps, c'est ça, mais c'est là que c'est intéressant et que c'est important, c'est que c'est un enfant, mais c'est un enfant qui grandit et elle a ses règles au début. Et c'est là qu'on voit aussi l'emprise qu'a l'entraîneur, mais parce que c'est pour la pousser.
justement. Mais c'est un mec qui gère sa vie, gère son planning, Ouais. qui gère son physique, qui a un carnet pour savoir ses pics de forme, donc il est obligé, c'est normal, c'est un entraîneur, donc il faut gérer l'effort, et donc il connaît le pic de forme, il connaît ses mensurations partout, il connaît son cycle de règles, hein, il connaît tout de sa vie en fait, il connaît tous les moindres détails, et donc quand c'est quelqu'un qui est très très proche de toi et qui potentiellement peut avoir ce genre de relation, c'est là que c'est dangereux, surtout c'est quelqu'un qui craque et qui a une intimité comme ça, et c'est là que ça devient un danger. Marwan. Alors là, pour le coup, je veux pas être le super vilain du film. Je pense que Noah Habitat est une très grande actrice à en devenir, dans le sens où elle est promise à des rôles très 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 grands. Et en soi, j'ai beaucoup aimé le film par rapport à sa réalisation, à sa manière de filmer son personnage, de filmer même les scènes de ski et l'évolution. Moi, au départ, j'ai trouvé que vers la fin, que ça commençait un peu à se répéter, dans le sens où parce que c'est l'express, c'est que on voyait une emprise qui ne changeait pas en fait. Et au départ, je me suis dit tiens, c'est un peu dommage parce que en termes d'intensité, c'est pas ça. Mais je pense que c'était fait exprès, et finalement c'est très utile par rapport à ce personnage-là qui souffre. Et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que en fait on joue pas sur comme tu le disais Thierry, c'est qu'on joue pas sur un personnage qui est directement le coupable, parce qu'en gros il y a une scène qui m'a marqué, c'est celle où il le sculpte entre guillemets pour juste pour savoir son corps, comment ça se passe. Il a aucun regard sexuel ou pervers Ah non, c'est purement sportif. C'est purement sportif et tout. Et c'est très mécanique. Et même les touches aussi, les contacts qu'il a avec elle. Je me souviens d'un départ de course. Il lui chauffe les cuisses, il tape les cuisses pour réchauffer les muscles avant de descendre. Mais du coup, et c'est là que cette scène a une double lecture. Là, c'est un entraîneur, donc au départ, tu dis, c'est l'entraîneur, il les chauffe avant de partir. Bon. Et puis là, tu dis, après, c'est le mec qui va lui sauter dessus plus tard dans le film. C'est ça. Et là, ça... Après, j'ai l'impression qu'en gros, j'avais vu une théorie, c'est que la fameuse c'était que sa femme, c'était une ancienne élève. Une ancienne élève, tu vois, ce côté où finalement ça s'est accompli. Elle a son âge après, hein, donc... Ouais, t'as raison. Et donc c'est une théorie qui déconne. Non mais voilà. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est qu'il y a toujours un peu un doute, mais en même temps, c'est en gros, il s'intéresse vraiment à elle, purement quand elle est la meilleure. Il y a cet aspect où... C'est ça, c'est au moment où elle commence à gagner des courses qu'il s'intéresse à elle. Voilà. Oui, d'ailleurs on le dit, je crois, dans la bande-annonce ou pas, mais en fait, oui, il te regarde que si tu gagnes, et si tu te pètes une jambe, il te regarde plus, quoi. C'est totalement ça. J'ai l'impression qu'en gros, c'est court, mais c'est limite freudien. C'est le côté où, en gros, il veut récupérer ce qu'il a perdu à travers des jeunes. Et c'est terrible, et c'est totalement vrai. Enfin, ça existe dans tout. Et puis, t'as une phrase qui était très belle, je trouve. Dans la remise du prix, c'est quand on a dit c'est terrible de chercher l'excellence en perdant son humanité. Ouais. Et c'est totalement ça, c'est qu'en gros, est-ce qu'on peut concilier les deux, et le film répond très bien à cette question. Pour avoir la réponse, allez voir le film. Gabin, une dernière chose. Alors, je voulais compléter ce que disait Marwan sur le fait qu'effectivement, on a un peu l'impression que ça tourne en rond sur la fin, mais c'est aussi parce que le personnage de Lise, en fait, elle est enfermée, elle est complètement en état de choc, et c'est ce que je disais, c'est un peu le syndrome de Stockholm, où finalement, elle se dit, je vais rien dire parce qu'il me soutient, et si je dis quelque chose, ça va être fini, quoi. Oui, elle le dit d'ailleurs plusieurs fois. Elle le dit. À un moment, elle dit qu'elle aime ça. Alors, peut-être qu'elle se convainc, peut-être, mais peut-être pas. Oui, en fait, c'est ça, c'est vraiment ça. Et puis, qui elle est a brillant, besoin de quoi. lui pour réussir, parce que c'est un des meilleurs entraîneurs. Il la pousse, donc pour gagner, elle a besoin de lui. Elle lui dit, tu me lâcheras jamais. Et puis, on voit qu'elle n'a pas de figure paternelle, elle n'a pas de famille. Donc, c'est une encre. Elle en a besoin pour s'accrocher à quelque chose. Elle a besoin de s'accrocher à quelque chose, et elle a que lui. Enfin, je veux dire, en fait, ce qui est vraiment brillant, c'est que dans ces scènes d'agression, c'est que sur le coup, elle est vraiment en arrêt complet, quoi. On la voit les yeux dans le vide, elle ne bouge pas. Et donc, comme disait Thierry, c'est que cet âge-là, le consentement, on ne sait pas trop comment l'exprimer. Et donc, sur le coup, c'est un peu, on peut se dire, c'est laisser faire, donc ça va. Mais c'est sur l'après où là, on se rend compte. Et c'est vraiment là que je trouve que le film est brillant, c'est que c'est vraiment sur cette prise de conscience.
Et tout au long du film, c'est ça, c'est est-ce qu'elle va se rendre compte qu'elle ne doit pas laisser ce schéma se reproduire. Ouais, et puis Voilà. ce qui est beau, c'est que. Enfin, ce qui est fort, c'est que. La- L'attention que porte l'entraîneur, en fait, dans ces scènes-là, au personnage de Liz, est intéressant parce que il n'a d'un coup. Il se fout d'elle, en fait. On sent qu'il est là pour son plaisir et qu'il est là juste pour accomplir quelque chose. Il n'est pas dans l'échange parce qu'entre guillemets, on aurait pu se dire, même si en réalité c'est vraiment de l'influence, qu'en gros, qu'il aurait pu être amoureux, quoi que ce soit, tu vois. Mais non, en fait, c'est vraiment à chaque fois purement mécanique. C'est ce côté, tiens, enfin, je vais me profiter. Et il n'y a pas de comment ça se passe, comment ça va. C'est quand il y a la grosse scène et tout. Ils se regardent quasiment plus, ils s'en vont, quoi. C'est comme si c'était passé. Et c'est en ça que les scènes d'agression sont assez brillantes aussi, Oui. puisque de toute façon, comme le disait Gabin, c'est dans toutes les scènes d'agression, tu ne vois pas l'action telle qu'elle se passe, tu vois juste le visage de Liz en gros plan qui souffre. Et il y a un plan Et aussi tu ne très le vois violent. pas lui prendre son plaisir Je parce trouve. qu'il en prend peut-être même probablement pas. Ouais. C'est un autre Et débat, il y a un quoi, tu plan vois, mais subjectif, je sais pas si tu te rappelles, le plan dans cette scène-là, qui est vraiment violente. Et pour terminer, la scène de fin est assez extraordinaire je trouve, pour la puissance de la chose. Oui, une scène de fin très puissante qu'on ne vous racontera pas. Bah non. Allez voir le film à sa sortie. Il sort très bientôt, le 4 novembre 2020. Si tout va bien. Pour le film. Le reste de la compétition, cette fois-ci, les prix décernés durant la semaine, durant le festival. On va rester dans l'ambiance sportive. Par les jurys. Le premier prix du public. Là, c'était le public qui a voté avec la petite application, le petit site internet, décerné à Uncle Frank d'Alan Ball. On pourra pas vous dire qu'on vous a pas prévenu. Voilà, créateur de Six Feet Under, de True Blood et scénariste d'American Beauty, oscarisé d'ailleurs pour ce film, avec Paul Bettany, Sophia Lillis et Peter Macdissi. Un coup de cœur, on vous l'a dit, on l'a adoré ce film. Oui, c'est vrai que c'est pas surprenant du tout, mais c'est pas grave. C'était quand même vachement bien, donc on va pas se plaindre qu'il ait le prix du public. On ne se plaindra absolument pas, n'est-ce pas Marwan? Bah oui, alors là vraiment c'était un très beau film. En deux mots, ses qualités. C'est le traitement de ses personnages, qui est jamais le traitement de son personnage qui n'est jamais qui n'est jamais dans un stéréotype forcé et l'écriture très fine. On sent que c'est vraiment un scénariste qui est chevronné et qui arrive à donner, je trouve, de la présence dans ses personnages. Oui, c'est l'histoire d'une jeune fille qui découvre que son oncle est homosexuel. Il l'a caché à sa famille. Seulement, ils sont obligés de descendre dans la famille après un décès. C'est l'une des rares fois où dire qu'un film est ultra calibré, c'est pas un défaut. C'est ça. C'est ça, ouais. Autre prix de la mise en scène décerné par le jury Révélation. C'est assez bizarre, mais bon, le jury Révélation a donné 2 prix parce qu'il aimait bien 2 films, donc il a 2 prix. Oui. Prix décerné à The Assistant. Oui. Voilà. Bah, c'est vrai que The Assistant de Kitty Green. on en reparlait entre nous en se disant quels films vont être récompensés. À un moment, je me suis dit, mais pourquoi pas The Assistant, parce que c'est le film qui parle le plus de l'industrie du cinéma à l'ère post-MeToo. Et donc, voilà, il l'aura pas loupé. Et c'est vrai que le film est tellement froid, dans le bon sens du terme, parce que c'est tellement oppressant. C'est un peu comme Slalom, en fait, mais version industrie du cinéma. Sauf Version que, témoin. Voilà, version témoin, parce que là, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, on spécule, mais ça reste tout autant effrayant. C'est ça, Voilà. l'histoire d'une assistante, d'une jeune femme qui est embauchée comme assistante d'un grand directeur de l'entertainment, et elle voit qu'il se passe des trucs, elle n'a pas d'éléments directs, elle a que des bribes d'éléments pour découvrir ça. Le film qui te dit tu voulais briller, tu seras paillasson. C'est un peu ça. Et elle est écrasée. Moi, je trouvais ça brillant parce qu'elle était écrasée par son quotidien, par sa routine, par son entourage, par tout ce qui est autour d'elle, qui est très, c'est très stigmatisant, c'est très écrasant. Voilà, j'ai que ce mot-là à la bouche tellement c'est celui qui me vient.
Et en même temps, il y a aussi, elle veut dénoncer, elle voit qu'il se passe des trucs, mais en fait, elle n'a pas d'éléments concrets. Et c'est, il y a tout. C'est un film qui colle, qui prend le MeToo d'un autre angle, qui montre un peu pourquoi ça a pu marcher, pourquoi ça a pu se passer avant qu'il y ait l'explosion du bouchon en fait. Comment ça a pu durer autant ? Parce que même si on voyait quelque chose individuellement, les choses ne peuvent pas changer. Et d'ailleurs, c'était un des reproches que j'entendais dans les couloirs. Les gens disent, mais il n'y a pas de chute. Et ben, c'est le point du film, il n'y a pas de chute. Et c'est ça qui est terrible, et c'est ça qui est glaçant, et c'est ça qui est puissant dans ce film. Et je trouve qu'il a dû plaire au jury Révélation, présidé par Rebecca Zlotowski. Autre prix également, que je reprenne ma petite liste, les prix du jury, parce qu'il y a le... Oui, je ne donne pas le prix de la critique, le prix de la révélation et le grand prix parce qu'ils ont été pris par le même. Suspense. Bon, prix du jury pour le vrai jury. 2 films. Prix du jury ex aequo. Oui, le jury de Vanessa Paradis, celui-là même. Prix ex aequo pour 2 films. First Cow de Kelly Reichardt et Lorelai de Sabrina Doyle. Deux films qu'on avait remarqués également, donc on est assez content et pas trop surpris. Moi, je suis super heureux parce que Lorelai, c'était mon coup de cœur du festival. On l'a entendu, ouais. Oui. Voilà. Un avis sur le First Co et Lorelai ? Margot. Moi, First Co, j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup le cinéma de Kelly Reichardt de toute manière. Cette façon qu'elle a très latente d'installer ses personnages, de filmer les décors aussi, de filmer l'action, ça peut déplaire. C'est pas que ça peut déplaire, c'est vrai que ça met du temps à démarrer. Donc si tu t'accroches pas dès le début, c'est un peu compliqué, mais si t'es dans l'histoire, c'est très très beau. Et First Co, je suis totalement d'accord, je trouve ça très très bien. Le film, au-delà de ce qu'il raconte sur la société, sur le capitalisme, même au 19e siècle, aussi l'histoire d'amitié qui est entre les deux personnages et les décors qui sont magnifiques et toute cette histoire que j'ai trouvée vraiment très très belle et cette façon très douce qu'elle a aussi de raconter les choses qui fait que je suis très contente qu'elle a ce prix, tout comme Lorelai évidemment. D'ailleurs, c'est à signaler que Kelly Reichardt avait déjà remporté le Grand Prix en 2013 avec Night Moves. Voilà. Ouh. Pour Lorelai, j'ai trouvé que c'était un film très très fort parce que comme on a pu le raconter dans un podcast précédent, c'était vraiment un film sur la repentance et sur l'idée de recréer quelque chose, mais de faire certes une sorte de simulacre de ce qu'on aurait voulu si la prison n'avait pas fait surface dans la vie du personnage principal. Et dans tout ça, j'ai trouvé que c'était d'une justesse assez impressionnante parce que ça se passe dans un lieu qui en général dans le sud des États-Unis qu'on a l'habitude de voir et qui a souvent ces archétypes, ces stéréotypes. Et là, elle se débarrasse vite de tout ça pour proposer vraiment une histoire forte qui finalement est universelle. Et c'est souvent le problème de ce genre de film, c'est que en général, quand c'est trop précis, quand on a du mal à développer des thèmes, c'est intéressant, mais ça dépasse jamais son sujet. Alors que là, je trouve que c'est quelque chose d'universel parce que ça parle de famille, de rêves, d'enfants, de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on doit faire, des choix importants qu'on a à faire un jour. Et puis vraiment, je trouve que là, c'est très poétique déjà. Et en plus de ça, et la fin est juste incroyable de justesse. Lorelai et First Co, donc les prix du jury, on vous renverra sur les épisodes. Allez voir dans les épisodes précédents, on en a parlé de toute façon précédent. Est-ce que je monte un épisode spécial palmarès? Le doute existe. Je sais pas, peut-être pas nécessaire. On verra. Dites-nous dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, si vous voulez un épisode spécial palmarès où on remonte le palmarès avec les extraits des films en question, avec nos commentaires sur les films en question. Pourquoi pas? Bon, et enfin, celui qui a tout raflé, celui qui a réalisé un véritable hold-up. L'effet boule. Prix de la critique, prix du jury,
et Grand Prix du jury et prix de la révélation. Oui, je sais. Prix de la honte. Non, pas abuser. pas de la Alors, honte. Coppola. Pas de la honte, mais après, C'est pas le il y Villeneuve, a hein. d'autres films. T'es pas obligé de remettre 3 films, enfin 3 prix au même film. Je voulais rappeler quand même. C'est The Nest de Sean Durkin. Ce vent. Non, je voulais rappeler que quand Jean-Pierre Lavoignat, donc, qui était président du jury de la critique, donc, a présenté leur verdict, il a d'abord dit il y a 3 films qui nous ont marqués. Il y avait Shiva Baby et puis il y avait First Cow. Et du coup, on était là, genre ouais. Et non. Et non. Eh ben non, c'est La The Nest. déception. The Nest, donc de Sean Durkin, avec Jude Law et Carrie Coon, cette histoire d'un couple qui vient s'installer en Angleterre, sous l'impulsion du père de famille, qui, en tant qu'ancien courtier, veut retenter sa chance là où il avait fait ses débuts, et en espérant faire fortune. Hélas, tout ne se passe pas exactement comme prévu, et il a un peu trop dépensé. Oups. Visiblement, les jurys, au pluriel, ont été touchés par son esthétique, son ambiance pesante, son cadre, ses acteurs, je ne sais quoi. Les jurys adorent les problèmes d'hommes blancs. Bah non, On va me dire que je vois non. le cinéma sous un prisme trop social. Là, en plus, c'était des non, jurys surtout plutôt dans le féminins, bowl. en plus. Là. Ouais, c'est vrai. T'as vu les Et- faces Heureusement qu'il y a historiques Carrie avant d'aller Coon, à hein. Deauville, toi. Heureusement qu'il y a Carrie Coon dans ce film. Ouais, encore. Et ouais. Donc, nous, on avait été Évidemment, moyennement Carrie emballés par The Nest, en 2 mots. Voilà. C'est un film qui met 1h15 à se mettre en place, avec des éléments très intéressants qu'il abandonne quand il est mis en place, pour développer un élément qui est très intéressant, mais qui n'a pas été mis en place, et qui se termine dans le quart d'heure qui reste. Dans un truc pas mis en place. Voilà, avec cette pauvre Carrie Coon, parce que moi, je salue Carrie Coon, mais parce que le problème, moi, c'est qu'elle, Si tu nous écoutes. son personnage se réveille à 7h15. Et là, ça devient chouette. Sauf que 5 minutes après, on fait c'est fini. Voilà, c'est un gâchis énorme d'une exposition qui promettait tellement de choses pour un résultat qui est totalement ailleurs et fade, quoi. Après, je peux comprendre. Ça fait pas 2 mots, ça, Thierry. Ouais. Après, Deux mots. je peux comprendre qu'il a pu plaire parce que finalement, en y repensant, je l'ai trouvé assez inconstant. Il y a des moments vraiment intéressants, comme des moments, je trouve, assez lourds. Donc, mais voilà, il y avait un peu de tout. Je trouve ça moyen. J'ai pas trouvé ça nul. Je trouve ça moyen. Mais voilà, il y avait quand même ses qualités. Et je pense avoir compris, c'est qu'en gros, notre problème à nous particulièrement, c'est qu'on avait l'impression qu'il ne voulait pas choisir entre le côté un peu horrifique et le problème familial. Et en fait, en termes quand on parle d'histoire gothique, je pense qu'on parle pas de l'ambiance de l'univers qui est propre à des univers comme de films d'horreur et tout, ou de maisons hantées, mais davantage d'un gothique, je trouve, de la littérature du 19e siècle, où tu as cette idée où en fait ce n'est jamais montré, c'est plus à chaque fois c'est ce côté un peu horrifique, c'est le résultat d'une famille dysfonctionnelle en fait. Et ce côté-là, en fait, qui est très à la base très littéraire et vraiment d'une époque, a été utilisé ici. On n'a plus l'habitude de voir ça, donc on est peut-être troublé. Tu vois, j'essaie d'un peu de leur trouver, on va dire, des points du fait qu'ils ont tous, sans se concerter, j'imagine, apprécié ce film-là. Et voilà, donc c'est peut-être l'explication. On l'a peut-être vu différemment et Ça fait pas 2 mots non plus. J'ai Marwan. l'impression qu'on était les seuls à pas aimer le film, en fait. C'est ça. Mais non, Bruno Podalides aussi, mais parce que lui, il était persuadé que c'était les 2 Alfred qui étaient en compétition. Et en plus, il était dans le jury, donc il comprenait pas pourquoi il pouvait pas voter pour lui. Ah merde, c'est pas le bon festival. Bon, en tout cas, on n'a pas de date, mais il y a de grosses chances que ça sorte en salle, puisque c'est distribué par SND. Comment est-ce que ce sera marketé ? Ça, c'est la question. Ça, c'est la grosse question. Le pire, c'est qu'on est jaune et bleu. On est médisant, mais parce que les films SND marchent bien quand même, mais essentiellement les films français. Quand ça sort des films français, c'est plus compliqué. Ça dépend, On verra. C'est l'heure du palmarès. Du duel. Du baston. En effet,
il est l'heure de savoir quels sont les vrais meilleurs films de ce festival. À notre goût, à nous. Le prix de la critique claque. Le seul, le vrai, l'unique. La vraie claque. La vraie claque, le prix de la claque de la semaine. Avec le bruit d'Internet Explorer. Exactement. le trahi par mon ordinateur. Voilà. Prix de C'est claque. pour le jingle RATP. C'est comme nous, on a 2 prix. On a un prix et un grand prix. Donc la première dauphine, hein, le prix de claque attribué, ça a été très serré. Il a fallu que Marwan nous départage parce qu'on a failli s'entretuer. Au moins, nous, on a tranché, pas comme le jury. C'est bien ça. Donc, on a voté pour Lorelai. Que j'ai pas vu, ouais. De Sabrina Doyle, on vous l'a dit, avec Bravo Pablo quand même. Schreiber et Jenna Malone. Incroyable, Jenna Malone dans ce rôle de mère de famille. Et Pablo Schreiber, attachant, ancien tolard, donc qui renoue avec son amour de jeunesse et qui va s'installer avec elle et les 3 enfants de la belle. Et qui va découvrir cette vie, la vie de cette mère célibataire au bout du rouleau, qui se démène comme elle peut pour subvenir à leurs besoins. Un film sur la seconde chance, un film sur l'amour, un film sur la rédemption, sur le rattrapage du temps perdu, sur tellement de choses universelles qui m'ont fait pleurer. Et je ne suis pas tout seul. Oui. Ouais. Exactement. Oui. Ouais. On a déjà dit énormément de bien, surtout tout à l'heure, on en a parlé. C'est l'heure maintenant du Grand Prix. Le Grand Prix de claque est attribué à Shiva Baby d'Emma Seligman avec Rachel Sennott dans le rôle de cette jeune fille un peu rebelle, un peu perdue surtout, et qui se retrouve dans un enfer pour une personne qui ne sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie. Un enterrement juif où il va falloir faire bonne figure. Et... Margot, tu as soutenu ce film. Oui, absolument. Et je le soutiens toujours. Et je suis toujours très déçue que, même s'il a fait partie de ceux qui a été sélectionnés pour, c'était le prix de la critique, oui, qu'il ne lui ait pas été revenu, parce que je trouve que c'est un film très bien calibré, très drôle quand il le faut, qui est effrayant aussi quand il le faut, voilà, parce que faut le dire, ça reste quand même un huis clos où t'as une gamine qui est là-dedans, qui se retrouve avec tous les membres de la famille, qui la jugent de tous les côtés pour tout et n'importe quoi, et qui doit se justifier de tout et mentir sur à peu près tout pour essayer plus ou moins de s'en sortir vivante à la fin de la journée, qui se retrouve en même temps coincée avec la personne avec qui elle a des relations sexuelles tarifées, qui découvre par la même occasion qu'il est marié et qu'il a un enfant, et évidemment la mère, enfin la femme et l'enfant sont là. Donc autant dire que toutes les cases sont cochées pour qu'elle puisse vivre un enfer pas possible. Et il y a une très belle mise en scène, vraiment quelque chose qui nous étouffe petit à petit, et on compatit tellement avec elle. Et en même temps, le film arrive à être drôle quand il le faut, dans des situations cocasses, avec les parents qui sont totalement névrosés, le reste de la famille qui est probablement autant névrosé que le reste. Donc oui, il aurait mérité quand même un petit prix. Et il en a eu un. Oui, le nôtre, c'est le plus important. Bah oui. Ah bah alors là... Oh, dis donc, hein. Sur la On enverra un sachet de Tagada à Emma Seligman. Ouais. Voilà. Gabin aussi, tu avais soutenu ce film. Mais oui, mais pour moi, je réitère, c'est toujours un peu le Mover que j'aurais aimé avoir, parce que j'aime pas Mover et je suis très méchant. Et c'est vraiment ce sens du rythme, parce que je me dis, c'est tellement ce qu'on a un peu tous vécu dans notre adolescence, un repas de famille, au moins un moment dans notre vie où du coup on est tous bazardés d'une personne à l'autre, à qui on répète toujours la même chose que ce qu'on a déjà dit 5 minutes à une autre personne juste avant. Et c'est tellement ça, te dire bon alors tu fais quoi de ta vie, tu vas faire quoi de tes études, gna 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 gna. Et c'est vraiment ce sens de tu passes d'une personne à l'autre, tu sais que ça va pas bien se passer non plus, et bam, tu voulais voir machin, mais non c'est bidule. C'est magique. Et puis Diana Agron, je m'en remets toujours pas, du coup qui joue la femme du Sugar Daddy, hey, qui est tellement magnifique.
C'est le Malibu Barbie. C'est l'image voilà, de que la j'allais femme dire. parfaite, entrepreneuse, qui a réussi sa vie, etc. Donc forcément, Daniel la voit aussi comme le modèle à conspuer un petit peu, parce que elle dit qu'à côté, elle a tout loupé. Et c'est tellement oppressant aussi de se dire, bah voilà, tu sais que t'es dans la même baraque que la personne que t'as pas du tout envie de croiser. Et voilà, c'était magnifique. C'est d'une richesse et je trouve d'une jeunesse assez extraordinaire. Parce que ce soit visuellement, que ce soit le travail de l'intrigue, du rythme, de la bande-son, des acteurs qui jouent merveilleusement bien avec des répliques qui font quasiment tout le temps mouche et encore une fois, qui évite les écueils et qui est symbolique. Vraiment, 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 c'était une très grosse claque. C'était sacrément prenant. Et d'ailleurs, ça sera super chouette quand il y aura la suite, qui se passera sûrement pendant le driss du bébé pleureur. Ah oui. Oh. Peut-être. Alors, visiblement, c'est une fille, mais sait-on jamais, peut-être que la suite sera réalisée par Marie Castille, mention char. En quel cas, hein. Oh là là. Ben justement, alors petit tacle. C'était la transition. Hein. Petite transition. Donc là, on parlait de Shiva Baby, donc qui nous a tous marqué, que nous adorons tous. Là, c'est l'unanimité, on adore ce film. Là, maintenant, je me tourne vers vous. Là, c'est individuel comme question. On va faire un petit tour de table. Quels sont les films qui vous ont marqué en bien ou en mal? Un bien, un mal, pas plus, s'il vous plaît. Oh. On est déjà assez long comme ça. Cela dit, on est 5, donc ça fait 10 films. C'est déjà, Oui, c'est déjà beaucoup. C'est pas mal, c'est déjà si on beaucoup. dit les mêmes. Donc, qui veut commencer? Qui veut ouvrir le bal? Margot. Alors en coup de cœur, on avait déjà parlé de Shiva Baby, donc je vais en donner un autre qui est pour moi Sophie Jones, qui était sur une jeune fille qui fait son deuil et qui fait son deuil à travers la sexualité et de diverses expériences sexuelles sans lendemain. Je trouvais que c'était un film qui était très bien traité, qui traitait la sexualité à l'adolescence avec une justesse et une franchise en fait assez incroyable qu'on voit assez rarement dans les films et qui voilà, je pense qu'il dresse un beau portrait très touchant. Et voilà, pour moi c'est un de ses coups de cœur. Et en mal bien, ça sera Wonder. Oui. Parce que Pas le mettre en mal, celui-là. mais non, mais je viens de dire en mal bien, c'est-à-dire que c'est mauvais, mais on aime voir ça, mais on m'y reprendra pas une deuxième fois. Mais ça reste ma plus belle séance. Non. Pas mauvais. Non, mais ça restera la meilleure séance. C'est vraiment la séance à 22h, tu t'attends à rien, tu arrives et tu n'as rien. C'est formidable. C'est formidable. Tu ressors de là, t'as le cerveau autant retourné que les personnages dans le film. Mais j'ai l'impression d'avoir passé 1h30 sur un site de complotistes, tellement je trouve que ce scénario est parfait dans ce qu'il veut retranscrire. Il veut parler des complotistes et il est dans le délire complotiste à fond. Et dès qu'on peut et si on veut attaquer le scénario sur les enjeux des méchants sont trop flous, ben oui, comme un complot. Ils font ça pour le contrôle aux frontières. Ça ne veut absolument rien dire, mais c'est pas grave. Et il y a des twists et des rebondissements, mais qui sont les mêmes twists et rebondissements qu'un complotiste te sortirait pour justifier son complot. Donc je trouve que tout est génial. Alors après, c'est porté par un surjeu incroyable, mais c'est fait exprès et ça colle parfaitement. Alors on peut pas mettre une... Personnellement, oui, c'est vrai que c'est difficile de mettre une bonne note à ce film si on doit le noter en admettant qu'on puisse mettre. Oui, hein. Par contre, c'est un coup de cœur tellement, c'est un délire et ça colle parfaitement à ce que ça veut raconter. Et donc, ouais, c'est du pur bonheur, oui. Alors, moi, Marwan. je vais faire une Deauville. Oh. Je vais faire un ex-aequo, mais je vais être très bref. Oh là là. On a dit un film. On a dit un film, Marwan. Oh là là. Bouh. Alors, attends, on va faire le tour de table et peut-être que ton ex-aequo sera cité par quelqu'un. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Je rappelle que vous avez le droit à tous les films que vous avez vus pendant le festival, pas forcément la compétition. Ouais, c'est ce que je me D'ailleurs, demandais Wendy, non, c'était pas Wendy, c'est Wonder. Ouais. Était hors compétition. C'est ça. Rapidement, vas-y. Gabin. Alors moi, en coup de cœur, ça sera pas un film de la compétition, ça sera Wendy, justement, de Benjamin qui, voilà, pour moi, est toujours la plus belle proposition de cinéma du festival. J'ai pas envie de m'épancher dessus parce qu'on est déjà trop long, mais c'est une magnifique réinterprétation du mythe de Peter Pan. Voilà. Et en coup de nul, évidemment, A Good Man de Marie Castille, mention char. Évidemment. Plein de surprises, toi. Marie Castille, je sais, on va être très amis tous les deux, hein, si jamais un jour on se rencontre. Tu veux une interview, on négocie ça. Si tu veux. Franchement, je comprends pas en fait Thierry Frémaux et Pierre Lescure. J'ai envie de leur dire, mais les gars, vous avez fumé quoi en fait, comme pas mal d'autres films de la sélection Canos finalement, mais surtout celui-là, quoi. Putain.
Il y a rien qui va. Ils l'ont pris sur le synopsis peut-être. Il y a encore. Non, mais voilà, c'est incroyable d'avoir un film qui passe autant à côté de toutes ses intentions et qui ne se remet jamais en question. Enfin, de voir l'équipe qui est là à dire ouais, on veut créer on veut créer le dialogue, Non, etc. ça. Sauf que, à un moment donné, ouvrez les yeux et reconnaissez que votre film c'est de la merde en fait. Voilà. Merci. Bra, tiens, C'est violent. drop the mic. Allez. Thierry. Mais attends, j'étais en train de faire des drops de mic. En coup de cœur, bah, je suis quand même généralement le gros amateur de cinéma de genre, donc je vais dire Teddy, hein, parce que bon. J'ai cru que Oui, t'allais dire d'accord, Wonder. Et j'aurais pu dire Wonder parce que c'était génial, Ouais. je le noterais très bien. D'accord. Mais non, Teddy, quoi, putain, les frères Boukarma, je connaissais pas, j'avais pas vu Willy Premier, moi. Les Faut que tu frères regardes. Boukarma. Bah oui, il faut que je vois Willy Premier, ouais, c'est la seule chose que je me dis depuis quelques jours. Voilà, un film de loup-garou. Moi, c'était pour moi qui n'ai pas pu aller à l'étrange festival cette année. Je rêvais d'un film comme ça et je l'ai eu. C'est une proposition de cinéma tellement extravagante, tellement ailleurs, tellement parfaite. C'est génial, quoi. C'est génialissime. Et en pavillon, je vais prendre Résistance parce que Ah. Merci, ça saturé. j'adore les films de genre, je déteste les films sur la Shoah. Bon ben voilà, forcément. Je veux dire, on a mes deux extrêmes Oh là qui étaient là. présentés au festival cette année. Je peux pas blairer les films sur la Seconde Guerre mondiale parce qu'on en a trop fait. J'en ai rien à péter de savoir qu'on va faire un film sur le mime Marceau résistant. Ça ne veut rien dire. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre résistant normal, C'est à part un le mime. fait qu'il était connu derrière, quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de sa vie alors qu'il a juste, c'est bon, fait passer des juifs comme plein de monde. Respire, voilà, Cyril. juste. Ce n'est pas une jouissance. Mais c'est un héros, Thierry. Comment tu peux dire ça? Putain. Quel Comment héros, quoi. ça, Mais c'est- Jesse c'est- Eisenberg ne t'a pas convaincu en mime Marceau? Pas vraiment, non. Alors Non, voilà, Ah bah zut. je veux dire, j'ai les oreilles qui ont explosé à cause des violons, j'ai les yeux qui ont saigné à cause de Félix Moati qui chiale, tu dis, ma copine elle est morte, mon fils. Mais elle était belle. Hein. Et Jesse Eisenberg, de toute façon, vu qu'il a pas la moindre expression, mais qu'il parle vite, on lui pardonne tout, et puis à la fin, on met des panneaux. Des petits juifs sont morts, plus Et, d'un et million. c'est triste. Alors c'est triste. Bah oui, bah, d'accord, bah très bien. Moi, c'était mon seul espoir parce que Ton il seul parle espoir de quoi, beaucoup, de mais, les juifs comme qui il jouait un mime, je me suis dit, il va pas dire un mot. Ça aurait été génial. Non, mais quelle horreur, quoi. Ah. Bon, Marwan, allez. Ah bah Thomas, toi non? Moi, j'attends Marwan. Alors, moi, vous voulez. Alors, c'est assez On difficile. veut Thomas. En vrai, je peux le dire C'est- si tu veux, vu que tu vas. Ah bah il faut savoir. Blâme. Ah, il faut savoir. Alors, t'hésites toujours ou tu. Ouais. Bon, Alors, t'hésites- c'est toujours non. Alors, moi, mon coup de cœur, alors je l'ai dit au milieu de l'émission, Lupin, je suis venu pour Lupin, j'ai attendu pour Lupin, j'ai Il eu l'a eu. Lupin, et je suis super content. Donc j'ai dit tout mon amour pour Lupin au début, au milieu de l'émission, quand on parle d'Annecy. Mais dans les films qu'on n'a pas cités, qui pour moi est plutôt positif, c'est un film à la fois à Cannes et à la fois en compétition ici, c'est Last Word. Ah, C'est bon, on était sûr que t'hésitais avec celui-là, Marwan. Il l'a Ouais. fait. Et voilà, ça, il oui. fallait parler avant. Oh. Euh, T'en dis deux là. Comme ça, tu peux même pas développer sur la sorte. Tant mieux parce que t'auras encore monologué. Bah, tu Il y a un pourras- article, les gars. tu pourras répondre, mais voilà, mais Un ciné. de Jonathan Nossiter, voilà, avec Oui. un très très beau casting de toute beauté. Khalifa Touré, évidemment, bon, le héros, mais qu'on ne connaît pas trop, mais Nick Nolte, Charlotte Rampling Bah oui. et Stellan Skarsgård. Skarsgård. Tu me coupes l'herbe sur le pied. C'est un hommage Sur le au pied. cinéma. Alors, C'est un sacré poilu c'est et une vert. proposition Marwan. particulière, mais on est dans une ambiance apocalyptique et c'est de un fable. film sur l'amour C'est du magnifique. cinéma, c'est un conte, c'est particulier. Je comprends Oui. que ça plaise pas à tout le monde, Ouais, ça, il faut accrocher, mais ça propose quelque chose de très intéressant et moi j'ai bien aimé commencer le festival avec ça. C'est un des premiers films qu'on a vu. Et ouais, c'est une belle proposition de cinéma, une lettre d'amour, un film d'amour au cinéma. Amour. C'est vrai. Et tu voulais Toujours. rajouter quelque chose dessus, Marwan? Et ouais, c'est Non. une fable merveilleuse sur, sur ce qu'est l'humanité. Mais voilà, enfin, je ne vais pas m'étendre parce que sinon, je vais avoir des regards très violents vers moi. Et puis, Ah, moi, j'ai rien dit. Merci. Et bon, vous le savez. Alors moi, le film mal, alors on parlait du film mauvais qui fait du bien, C'est lequel qui va être C'est lequel? et on est tous d'accord pour dire que c'est pas possible. Qu'est-ce que ça foutait en compète, bordel, quoi. Love is love is love d'Eleanor Coppola. Bon De Mamie Dieu, Coppola. mais qu'est-ce que c'était que ce truc, quoi? C'était fabuleux. Mais autant. Mais en fait,
autant les deux, c'est 3 courts-métrages sur l'amour, et autant les 2 premiers, ils sont gentils, ils sont un peu mous, ils sont un peu mollassons, mais ils sont mignons, ça passe bien. Mais le dernier, le 3e qui fait la moitié du film d'ailleurs, à lui tout seul, le torture porn, je ne le dirai jamais assez. Qui à lui tout seul suffit à... C'est saut neuf. Ça suffit à lui tout seul à plomber le film et à tuer le spectateur dans son siège d'ennui. Et ça ne veut jamais finir. Et bon sang, ce 3e court-métrage à lui-même est assez plombant. On est quand même bien réveillé par la chanson. Attends que Francis fasse un director's cut. Oh là là, c'est d'un kitsch. En plus, il y a une chanson avec un montage. C'est Francis qui va remonter le incroyable. C'est pas possible de faire un truc comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui a écrit ça? Enfin, il n'y a rien d'écrit. On a mis les gens dans une pièce. Alors, parlez d'une personne que vous connaissez pas mais que vous aimez bien. Ok. Non, mais ça pourrait être intéressant s'il y avait des trucs intéressants à raconter. Mais non. En fait, il y a le mec qui habite en dessous qui va rentrer. En fait, c'est ça, tu sais, c'est un film macroniste, en fait. C'est un film qui se fait le défenseur des gens qui, comme le dirait notre cher président, ne sont rien et n'ont rien vécu. Du coup, il n'y a rien à raconter sur eux. Bah, c'est une vraie veillée funéraire de ton papa ou de ton maman. Oh là là. Ça a l'air quand même d'être des gens un peu riches. Hein. Et alors là, du coup... beaucoup riches. Là, en plus, vous me vannez sur ce film parce que d'habitude, je gueule quand il y a une shaky cam, quand le cadre bouge. C'était le film préféré de Thomas. C'est super pénible. Et là, du coup, la caméra est immobile, même sur le bateau, ça bouge pas. C'est incroyable. Le bateau ne bouge pas non plus. En fait. En même temps, voilà. Et non, c'était pas possible. Là, il avait envie d'aller prendre la caméra, de la secouer. Putain, on n'en peut plus. À fuir, absolument. On en arrive à Marwan, ça y est, on a déblayé le choix. Ouais, donc mon film chouchou avec d'autres que vous avez cités évidemment, c'est ADN de oui. Parce qu'en réalité, c'est un truc qui m'a vraiment touché par rapport à son sujet, par rapport à son écriture, à sa manière de raconter une histoire qui finalement me touche par rapport au fait que je m'identifie pas mal. Et le personnage de Lou Garrel, et puis l'intelligence de parler d'un sujet aussi lourd. C'est un film pas bête. C'est ça, pas bête. Donc voilà. Et pour le film, on va dire que j'ai pas du tout aimé, c'est un certain... Je le dis parce qu'en fait, c'est le film que j'attendais énormément, c'était Peninsula. Ah bah oui. Parce qu'en fait, c'est un film que j'attendais énormément. Je me demande si t'aurais choisi Des Hommes si tu l'avais vu. Il y a moyen, mais... C'est vrai que c'était nul, ça aussi. Juste histoire de recaler le fait qu'on n'ait pas dit que Des Hommes c'était nul, faut le redire, quoi. Peninsula, du coup. Ouais, mais Peninsula, pour moi, c'est un avortement. C'est genre on avait tous des énormes attentes dessus, en plus. Hein. Ouais, c'est ce côté où, tiens, il y a un gros film à faire, mais vu qu'on doit... En gros, je pense que, ouais, je sais plus qui a dit ça, mais je pense que c'est vraiment le sujet, c'est que le mec, en fait, il voulait pas faire de suite, et on l'a forcé parce que ça rapportait des sous. Et en gros, il a fait un peu à contre-cœur, et puis il y avait trop d'attentes, et ce qui fait qu'à la fin, on est sorti sur un truc totalement pénible et bidon. On valide. Celui-là, la déception de ce début de festival, c'était dès le premier jour, dès le samedi, on l'avait. En effet. Bien, c'est un beau tour d'horizon. Ça y est, c'est terminé. On est dimanche soir au moment où on enregistre. On va faire les valises après l'apéro, faut pas déconner. On n'a plus rien à boire. Oh non! J'ai tout bu hier. Oh non! C'est vrai. On vous a dit qu'elle était pétée. Hein. C'était donc ça. Merci à tous. Je vous remercie encore une fois. Encore merci Margot. Mais merci à vous. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous, de faire cette colloque avec vous et de pouvoir passer autant de temps dans le podcast. Ça fait longtemps. Et puis c'était vraiment cool d'être tous avec vous dans un bon appartement. Avec trop d'informations. Oui, je sais. Mais non, mais parce que je vous aime très fort et que voilà. Pourquoi Thierry? Pourquoi tout gâcher? Moi, j'ai rien fait. Mais non, voilà. Mais voilà, merci Marc. C'était un plaisir également de passer ces 10 jours en coloc avec toi. Et également, je me tourne vers Gabin. Coucou. Merci Gabin. Merci à vous, c'était génial de débriefer avec vous et de partager notre haine pour Hugo Goodman. Jusqu'au bout. D'évacuer nos ressentis violents et sur Goodman, plein de rire sur tous les autres trucs pourris qu'on a pu voir.
Et les bons trucs. Heureusement. Heureusement. Je vous kiffe. Bisous. Ah oui, on te kiffe aussi. Chocobise. Ce serait bien que des gens écoutent, enfin qu'un jour ils créent un claque festival, mais qu'ils mettent juste une sélection de tous les films qu'on n'a pas aimés dans l'année. Et c'est un festival à part entière et les gens doivent se coltiner les trucs pour vérifier s'ils veulent les Festival sauver du ou pas. film de merde. Marwan. Merci. Ouais, avant de venir ici, je ne vous connaissais pas. Et je suis content de vous avoir découvert. Et puis Alors on C'est parle faux. de l'an dernier. Ah merde, j'ai trompé d'année. Fais chier. Ah, le décalage il est assez fort. Hein. Et ouais, non, c'était vraiment cool de faire ça. C'était assez prenant. Et mais en même temps, c'était assez passionnant d'avoir cette installation, de discuter avec vous comme ça. Et à Dieu tête sait que reposée. le festival de Marwan était passionnant cette année. Oh, Il a vu beaucoup de documentaires. The C'est Love vrai. Box was opened. C'est pas gentil. Oh, c'est pas gentil. Et t'as aussi le documentaire de Mickey sur l'exorcisme. sérieux. Surtout venant de la Sur part de Kirk Thierry. Douglas. Sur Kirk Douglas. Sur Kirk Douglas. On Ah n'en oui, a ça, pas on aurait parlé. pu parler de ça. Mince alors. Eh oui. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre dans les c'était- flops. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, c'était vraiment cool de faire ça avec vous. Et puis, je trouve qu'il y a une certaine dynamique qui en ressort de ces émissions. Vous êtes le meilleur podcast. Et que, ouais, je vous adore tous. Oh. Hein. Et ça, je pense que ça a déjà été dit. Donc, je veux dire l'inverse. Je ne vous aime pas. Vous êtes des merdes. Des bisous. Oh non, je suis. Ah, je suis Pas de blessé. bisous du coup. Pum, pum, bisous, pum. pas- Oui, pas pas de bisous. Bon, ben je te Des fais pas de gifs. bisous non plus, Marwan. Pas merci. Distanciation sociale, pas de bisous. Et on se retrouve dès qu'on rentre pour les prochains films en se faisant la gueule, du coup. Ouais. Thierry, donc tu te moques de ton camarade Marwan. Oula. Je me moque pas. Oula. Toi-même, tu as été en bonne compagnie. Nous n'en dirons pas plus durant la semaine. On va rien dire du tout même là. Voilà. Donc, Oh. Thierry, merci d'avoir pour cette semaine avec toi. Oui. C'est les 10 jours, il est je peux durer fatigué. très longtemps. Ah comme bah ça. oui. Ça Donc, peut sinon, durer ouais. très longtemps dans plein d'autres domaines. Oh là là. La réputation semble. Mais moi, je pensais qu'il allait y avoir des remises de prix, genre un peu en Mais- dehors. Non, mais il est déjà 4h du matin. Thierry part dans 2 heures. On va peut-être s'arrêter là quand même. Voilà. Donc, ouais. Il faut qu'on aille vérifier Bah, si les restaurants sont ouverts pour se nourrir aussi. On peut Je pense attribuer que non. le prix du coup de gueule à Gabin, déjà. Évidemment. Ouais. Évidemment. On peut attribuer le prix de la sociabilité à Marwan qui s'est fait des copains à toutes les séances. Toutes. Non. Oui. Toujours quelqu'un qui Oui. lui dit bonjour, au Sur la revoir, plage, salut. sur Sur le la trottoir, Bon film. Voilà. au resto. Le prix de l'organisation à Margot, bien Ah sûr, oui, qui, alors là. qui a la logistique qui a organisé Mmh. donc Ça y est. la villa, donc la location et tout, qui a regroupé ce petit groupe ici. Le prix de l'oubli des passes pour Thierry. 3 fois. Aussi le prix du Masterchef. Voilà. Ah oui, ça Oui. c'est vrai, ça. C'est vrai. Et le prix de la cuisine. Voilà. Et Et quant bah- à moi, le Grand Prix tout court. Parce que, voilà, Oh là là Ok, là bisous. là. c'est moi qui donne les prix. Donc, Le prix de la prononciation hasardeuse, mais ça, tu l'as déjà. c'est Non, je... mais le prix de l'organisation aussi, parce que c'est quand même Ouais, du taf de c'est faire clair. tout ça, Ouais. et de Le, monter le tout prix ça. il a quand même trimballé le matos tout du long. Oui. Alors que nous, on va se coucher après comme des gros bâtards, là. Pouf. C'est ça, c'est moi Pas qui mets très en ligne sympa. l'épisode après l'émission. Donc oui, il faut recouper un peu, faire le mixage. D'ailleurs, leur premier épisode, c'est un peu hasardeux. Je l'ai réglé depuis dans la semaine. Donc voilà, on entend Valentin cette fois-ci. Pardon Valentin. Rapproche-toi du micro, Valentin. Voilà, on a rapproché Valentin du micro, donc on l'entend maintenant dans le premier épisode. D'ailleurs, j'en profite au passage pour remercier Valentin, bien sûr, on le salue. Mm. Voilà, Valentin ou Quentin du Merci coup Valentin. Valentin. Merci Valentin Quentin. On remercie Kostia aussi, Kostia qui nous a composé une version, une nouvelle version du générique, une version spéciale pour cette semaine. En un temps record. Merci. Tout droit réservé. Et bien sûr, vous aussi, les auditeurs, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout, de nous avoir envoyé des messages aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, Facebook, tout ça, @claquepodcast. On le rappelle, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, retrouver l'émission ainsi que les précédentes sur votre application de podcast préférée, toujours Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc., etc., etc. C'était donc c'était un vrai plaisir d'avoir présenté cette émission avec vous, avec le groupe et pour vous. J'espère que ça vous a plu, cette déloc un peu spéciale. Bon, vu les chiffres, ça a l'air de vous avoir plu. Si vous voulez qu'il y en ait plus souvent, donnez-nous l'équivalent de 5 à 6 pics sur notre Tipeee. Et comme ça, on pourra faire tous les festivals.
Oui. Écoute, pas les remballer, Thomas. moi je veux bien, hein, mais Plus, il faut rajouter les frais aussi, parce que comme ça, on paie pas les frais de bouche. Oui. C'est Les ça. notes Comme ça, on de pourrait frais. inviter Gérard Depardieu. Ah là, faudra un Visiblement, des gâteaux, il sacré, suffit. sacré type. Il aime hein. les loukoums. C'est bien ça. Donc on l'a dit, le podcast, le soutien, les réseaux sociaux, l'application de podcast, l'abonnement. On se retrouve, alors peut-être pas le samedi prochain pour l'émission, on va faire une petite pause. On va se reposer un peu. Au pire, on a un ou deux trucs sous l'aile, vous verrez, on les rebalancera comme ça. On verra. Bon, mais stay tuned, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré. Profitez-en pour mettre 5 étoiles au passage et un petit commentaire. Ça monte la visibilité. Ça permet à d'autres personnes de faire connaître le podcast. À très bientôt pour un épisode classique et peut-être pour une déloc future. On verra. Des messages. Ya. Bisous. Oui. À très bientôt. Moi, je vais dormir pendant 7 jours d'affilée, je pense. Une fois que je serai rentré. À très bientôt. Bisous. Bisous. Salut.